Bonjour à tous. Je vous remercie d'être quand même relativement nombreux à cet horaire particulièrement inhumain qui me vaut toujours des tas de messages et d'excuses en disant non, vraiment, décidément, c'est pas possible d'être à l'INALCO à 8h30. Donc, aujourd'hui, nous consacrons notre petit déjeuner qui s'intitule Syrie vers la Pax Russica, point d'interrogation, dans un titre qui a déjà suscité une espèce de mini-buzz et différents commentaires sur lesquels je m'exprimerai tout à l'heure. Donc, me permet en effet de faire le point sur la situation de la Syrie aujourd'hui et en particulier sur la présence politique russe et la manière dont les choses se présentent. Je rappelle que l'Observatoire des États post-soviétiques avait déjà organisé un premier petit déjeuner consacré à cette question. Enfin, le thème était plus resserré. L'invité principal était Gérard Chaliand, qui se trouve aujourd'hui au premier rang. Et la question était Moscou et la question kurde. Je ne me souviens plus très bien quand est-ce qu'on a organisé ça. C'était déjà il y a 2 ou 3 ans. C'est aujourd'hui une manière de refaire le point à un moment, évidemment, où le conflit se présente d'une manière différente et où, en effet, ce terme, cet horizon de la paix entendu dans son sens aussi éminemment politique, est donc vraisemblable. Donc, aujourd'hui, je dois préciser que nous avions annoncé 2 invités, mais en réalité, ce sera un invité unique, c'est donc Fabrice Balanche, ici présent, que je dois donc présenter en particulier aux spécialistes de l'ère post-soviétique, parce qu'en l'occurrence, il est bien connu des chercheurs qui s'intéressent au Moyen-Orient et en particulier au Moyen-Orient contemporain. Donc Fabrice Balanche, en 2 mots, est donc un géographe. Il est maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'université de Lyon 2. Depuis les années 90, il a fait de nombreux séjours au Moyen-Orient, s'est spécialisé en particulier sur la Syrie et le Liban, et sur les traces de Jacques Wellers, a donc consacré ses premiers travaux, et en particulier sa thèse, à la région alaouite, dans ses relations évidemment contemporaines avec le pouvoir syrien, ouvrage qui a été publié en 2006, suivi de toute une autre série de travaux consacrés à la politique régionale, à la position du Liban par rapport à la crise syrienne, la géopolitique du Moyen-Orient, bien évidemment, et plus récemment, un ouvrage, j'imagine, tiré de son séjour aux États-Unis lorsqu'il a été invité au Washington Institute for Near East Policy, et dans ouvrage donc consacré cette fois-ci au communautarisme dans la guerre civile. Et cet ouvrage, c'est en fait cet ouvrage de cartographie où c'est encore un autre livre. Enfin bon, tu t'expliqueras là-dessus tout à l'heure. Bref, donc voilà les raisons pour lesquelles donc j'ai choisi d'inviter Fabrice Balanche, et je vous invite bien sûr à échanger avec lui sur cette question donc qui nous préoccupe tous, de la question de la fin du conflit syrien et du rôle de la Russie à cet égard. Alors ce terme de Pax Russica, sur lequel j'ai eu des commentaires parfois un peu enflammés en disant oui, pourquoi, enfin comment peut-on parler de paix alors que la Syrie est un véritable cimetière. Donc évidemment, je ne remets évidemment pas en cause les 400 000 morts du conflit, les 11 et quelques millions de réfugiés et de déplacés. Je rappelle que donc dans ce terme de Pax Russica, j'ai d'abord ajouté un point d'interrogation, et d'autre part, je rappelle aussi la relative banalité de la comparaison de la paix russe avec la paix romaine. La paix romaine, voilà, donc la Pax Romana, c'est Axiome 31 avant Jésus-Christ, c'est le terme de la paix impériale avec Auguste. Après tout, donc ça n'est pas non plus complètement déplacé comme comparaison, puisque ça permet de rappeler que la Syrie fut également une province romaine, mais surtout ce que ce terme de Pax Romana représentait à l'époque et ce qu'il représente d'un point de vue historique réutilisé dans les différentes Pax conclues au cours des siècles, c'est quoi? C'est donc un système de paix relative, inédit dans le cadre de l'Empire romain, et plus largement
un concept historique, et un concept historique est bien sûr un concept politique qui signifie la paix impériale. Donc voilà, donc est-ce que la Russie dicte un point de vue de paix impériale sur le territoire de la Syrie? Ça va nous amener à poser un certain nombre de questions. La Syrie s'achemine-t-elle vers une paix possible? Dans ce cas, ça m'oblige en effet à poser une question désagréable qui était contenue dans le titre, enfin désagréable pour une partie du public occidental, à savoir la paix est évidemment dictée par les vainqueurs, donc qui sont les vainqueurs de cette guerre? Y a-t-il des vainqueurs et qui sont-ils? Et dans ce cas, y aura-t-il une Pax Russica ou pas? Donc c'est une question, je n'ai pas forcément les réponses. Et c'est pas sûr qu'on sortira de ce petit déjeuner avec la réponse à ces questions. Donc ça m'amène à poser la question du point de vue de la Russie et des autres puissances régionales et des autres acteurs aux côtés de la Russie dans ce conflit syrien. Ça m'amène aussi à poser la question de sa présence matérielle, de sa présence militaire sur le terrain depuis septembre 2015. Ça m'amène également à poser une autre question sur les représentations russes de la guerre. J'ai amené avec moi un certain nombre de cartes. Je ne sais pas si on aura le temps de les projeter. Et puis enfin, d'un point de vue politique, quel rôle entend jouer la Russie dans le processus de paix? On reviendra bien sûr sur le processus dit d'Astana, mené par la Russie dans le cadre d'un trio Turquie, Iran et Russie. Et donc, nous verrons où nous en sommes dans ce fameux processus d'Astana, en l'occurrence en rappelant les différentes conclusions d'une récente réunion à Sochi, qui nous permettra là aussi de faire le point sur l'actualité. La question enfin de la Pax Russica, c'est aussi la question de la reconstruction du pays, dont on devine qu'elle pourrait attirer, enfin là je suis vraiment dans le conditionnel, qu'elle pourrait attirer non seulement des puissances mais des intérêts, des intérêts bien sûr économiques et financiers. Là encore une fois, la question de la reconstruction et de la Pax, c'est se demander quel est le point de vue de Moscou, de Téhéran, de Pékin ou peut-être de Beyrouth, puisqu'on nous annonce aussi que le Liban entendrait également jouer un rôle dans cette reconstruction économique. Enfin, avant de passer la parole à Fabrice, qui je le sens piaffe d'impatience à mes côtés, je voudrais rappeler avant de lui passer la parole, les grandes lignes de fond, encore une fois, là pour le public peut-être non spécialiste, les grandes lignes de fond de la politique russe à l'égard de la Syrie. Donc je voudrais juste rappeler trois points. Le premier, c'est bien sûr, on ne peut que le constater même du point de vue occidental, cette opposition de fond entre les États-Unis et la Russie, ou le camp occidental et la Russie, sur la vision stratégique à long terme du Moyen-Orient. Et donc l'une des observations que je voudrais faire, c'est que la Russie a constamment opposé, au moins durant les dernières années, depuis son retour au Moyen-Orient, une espèce de néo-westphalisme, si vous comprenez le terme, c'est-à-dire le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, même si, on le sait, cette intégrité territoriale était récente et fragile. Les accords Sykes-Picot, bien sûr, on peut les remettre en question, mais en tout cas, la politique russe et la diplomatie russe s'appuient sur les frontières des États telles qu'elles ont été, certes, arbitrairement tracées au moment des accords Sykes-Picot de 1916 et de ses suites. Donc ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La deuxième, c'est le fait que, effectivement, la Russie est intervenue aux côtés de la Syrie à la demande du gouvernement syrien, vous vous en souvenez. Et c'est donc un soutien russe, ce soutien russe à la Syrie comme en tant qu'État souverain est également motivé par la volonté russe d'appuyer donc la Syrie comme puissance régionale arabe qui contrebalancerait la politique de l'Arabie saoudite qui était fort active dans le conflit, vous vous en souvenez, d'où le besoin aussi de mener des alliances régionales, fût-ce au prix de contorsions multiples, notamment la question des relations
relation russo-turque qui reste évidemment un pivot central. Et enfin, troisièmement, la Russie est active dans les processus diplomatiques. Alors, on a vu émerger un certain nombre de réunions, donc Genève, Astana, Sochi, mais en fait, il y a deux processus de paix concurrents, au cours desquels la Russie a constamment cherché à affirmer son point de vue contre la présence américaine sur le terrain syrien. Et effectivement, là, aujourd'hui, nous sommes à un point, là aussi, un point particulièrement intéressant, puisque les Américains, de manière un petit peu... enfin, les Américains, ça ne veut plus rien dire, mais enfin, en tout cas, il a été annoncé le retrait américain de Syrie, donc cet hiver, en décembre 2018. Mais enfin, ce retrait est plus que... enfin, se fait de façon désordonnée. Et là, encore une fois, aux côtés de Fabrice, nous tenterons de comprendre quelque chose à la situation. J'espère que je n'ai pas été trop longue, donc je te laisse la parole avec un grand plaisir. Merci d'être venu si tôt pour nous écouter. Alors, en préambule, je voudrais préciser qu'on va faire de la géopolitique, hein, donc essayer de raisonner froidement sur les acteurs du conflit syrien, leurs moyens d'action, leurs motivations, et donc qu'on va devoir laisser l'émotion et les sentiments à la porte de cette salle pour tenter de comprendre, hein, selon le principe énoncé par Spinoza, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Il faut voir le Moyen-Orient comme il est et pas comme on voudrait qu'il soit. Je rappelle cela parce qu'au sujet de la crise syrienne et au sujet de l'intervention russe en Syrie, il y a eu énormément d'erreurs d'analyse, justement liées à l'émotion, liées au parti pris ou à l'idéologie, qui conduisirent à une interprétation complètement biaisée des événements et qui expliquent pourquoi aujourd'hui la Russie et l'Iran ont gagné en Syrie et pourquoi aussi ce conflit a duré si longtemps et a fait autant de victimes. Alors, ne me tenez pas grief si j'utilise des termes de rebelles, insurgés, régime, gouvernement syrien, etc. N'y voyez aucun parti pris. J'essaie d'utiliser les termes les plus neutres possibles. Le problème, c'est qu'au Moyen-Orient, quel que soit le terme que vous utilisez, vous êtes attaqué. Donc, bon, c'est inévitable. Et en plus, quand on est dans une guerre civile, malheureusement, la neutralité n'existe pas. Enfin, pour les acteurs de la guerre civile, il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Hein, bon. Donc, voilà, après ces précisions, venons-en au fait. Donc, le rôle de la Russie dans le conflit syrien, la Pax Russica, effectivement, hein, les cimetières, c'est des endroits très paisibles. Hein, donc, on peut voir la paix russe en Syrie de cette façon. Bon, la Russie, aujourd'hui, est vraiment l'acteur dominant en Syrie. Elle est en position d'arbitre entre l'Iran et Israël, entre la Turquie et l'Iran. Elle parle d'égal à égal avec les États-Unis, désormais au Moyen-Orient. Elle a restauré sa puissance extérieure grâce à l'affaire syrienne. Alors certes, on n'est pas encore au niveau de l'Union soviétique. Ça reste dans la périphérie de l'ex-URSS. Pour l'instant, bon, on voit que les Russes interviennent également un petit peu au Venezuela, mais j'ai plus l'impression que c'est une opération de diversion pour pouvoir négocier en position de force, soit en Ukraine, soit en Syrie, tout comme la guerre au Yémen pour l'Iran, et plus aussi une opération de diversion qui a attiré l'Arabie saoudite dans le bourbier yéménite, de manière à ce que les Saoudiens arrêtent de soutenir l'opposition syrienne, ce qui a permis à l'Iran de s'imposer donc au Levant. Enfin bon, c'est comme ça que je vois l'engagement russe en Amérique latine aujourd'hui. L'engagement russe en Syrie, d'un point de vue militaire, est quand même resté extrêmement limité. Ça a été de l'aviation, de l'artillerie, très peu de troupes au sol, ce qui lui a fait très peu de pertes. Les seules pertes importantes russes qu'il y a eu, c'est quand il y a le groupe Wagner qui s'est fait décimer par l'aviation américaine du côté de Derzor, mais c'était des mercenaires, c'était pas l'armée régulière russe. Ça, c'était un souci de Poutine de ne pas engager des troupes au sol pour pas se retrouver justement dans le bourbier afghan. C'est quelqu'un qui a connu la guerre en Afghanistan, hein, et donc il ne voulait pas tomber dans ce piège. Il n'a pas reproduit ce schéma. Et s'il n'a pas été obligé d'engager des troupes au sol, c'est parce que justement il a eu la collaboration de l'Iran qui a apporté
les troupes au sol à travers les milices chiites irakiennes, les Hazaras afghans, enfin les milices chiites afghanes, le Hezbollah, un contingent militaire iranien, mais qui était somme toute assez limité. Mais surtout, l'Iran avait formé en Syrie Difa al-Watani, c'est-à-dire la défense nationale des paramilitaires, des milices paramilitaires qui se battaient aux côtés donc, de l'armée syrienne et qui occupaient le terrain et qui étaient capables de lancer les offensives. Donc il y avait très peu de troupes russes sur le terrain parce qu'il y avait suffisamment de belligérants du côté de Bachar el-Assad. C'est très positif par cette intervention en Syrie parce que finalement elle n'a pas coûté très cher à la Russie. On estime à peu près à 2 milliards de dollars par an le coût de la guerre, largement compensé par les ventes d'armes de la Russie à travers le monde, des pays comme l'Inde, l'Indonésie, parce qu'ils ont fait la preuve de leurs armements, notamment les fameux systèmes anti-missiles, enfin anti-aériens S-300, S-400. Et là, ils ont un carnet de commandes qui est plein pour les 10 ans à venir. Et puis, quelque chose dont je vous parlerai également, c'est la remontée des cours du pétrole, qui, à mon avis, est un des paramètres essentiels de l'intervention russe en Syrie en 2015. Il faut se souvenir que le pétrole était à 20 $ le baril au printemps 2015, et pour la Russie, c'était une situation économique insupportable. Et après l'intervention, le pétrole est remonté, on verra un peu pourquoi. Donc, quel avenir pour la Syrie sous protectorat russe ? Bon, à mon avis, Assad va rester au pouvoir. Il y aura une nouvelle constitution un petit peu plus inclusive grâce à de la décentralisation au niveau des municipalités, par exemple, mais rien de plus. La Russie a bonne presse dans la population syrienne, meilleure presse que l'Iran, notamment chez les minorités, les Alaouites par exemple, qui partagent le style de vie des Russes davantage que celui des gardiens de la Révolution. Les Alaouites, les femmes ne sont pas voilées, ils aiment bien, ils boivent de l'alcool, donc c'est plutôt un mode de vie plus pro-russe que pro-iranien, enfin iranien, république islamique, on va dire. La Russie a donc beaucoup d'alliés dans l'armée syrienne. L'Iran a plus des alliés dans les milices. Il y aura évidemment un partage du territoire, un partage des compétences entre la Russie et l'Iran. Mais à mon avis, la Russie sera quand même l'acteur dominant. L'inconnu, évidemment, c'est la guerre Iran-Israël qui remettrait tout en cause. Au Moyen-Orient, dès que ça va mieux, quand on se dit ça y est, il y a un processus de paix qui se met en place, et bam, il y a quelque chose qui arrive, ce qu'on appelle le Black Swan, le cygne noir qui surgit, la chose auquel on ne s'était pas attendu, et qui vous rebat complètement les cartes. Et d'après beaucoup d'analystes et les Israéliens eux-mêmes, la confrontation entre l'Iran et Israël est inévitable, à savoir si ça restera quelque chose de limité ou une déflagration pire que ce qu'on a connu en 2006 au Liban, qui embraserait la Syrie, le Liban, et qui rebattrait les cartes. La Russie n'y a pas intérêt, mais l'Israël pas forcément non plus. Mais quand une guerre est lancée, on ne sait jamais où ça va se terminer. On l'a bien vu avec la crise syrienne. Alors revenons à l'intervention russe, au début de l'intervention russe, en fin septembre 2015. Donc vous avez la Russie qui intervient directement en Syrie. Elle ne se contentait donc plus, comme le passé, de livrer des armes à la Syrie et de bloquer toute résolution contraignante contre la Syrie au Conseil de sécurité de l'ONU. Et cette intervention fut extrêmement salutaire pour Damas, parce qu'on peut dire qu'elle a vraiment sauvé le régime de Bachar el-Assad, qui était en assez mauvaise posture au printemps 2015. Donc là, vous avez sur cette carte aujourd'hui le territoire contrôlé par l'armée syrienne, à peu près les 2/3 de la surface du territoire syrien, et près de 70% de la population. Le régime syrien a toujours eu la majorité de la population résidente sous son contrôle, parce qu'il contrôlait essentiellement les grandes villes du pays. Il avait abandonné les campagnes qu'il ne pouvait pas défendre face à l'opposition. Donc ça faisait, en termes de territoire, l'essentiel du territoire syrien pour la rébellion, pour l'opposition. Souvent, on voyait les articles dans les journaux, le régime ne contrôle plus que 20-25% du territoire. Oui, mais c'était 60% de la population et l'essentiel des ressources, des moyens de transport, des infrastructures du pays. Parce que
un grand principe de la contre-insurrection, c'est justement, si vous ne pouvez pas tenir l'ensemble du territoire, de vous replier sur les pôles essentiels du territoire, là où vous avez la majorité de la population, où vous pouvez concentrer vos troupes, et puis ensuite, quand l'insurrection est en perte de vitesse parce que vous contrôlez mieux les frontières, parce que la population rejette l'insurrection du fait des exactions qu'elle commet, du fait du chaos qui règne dans les zones tenues par l'insurrection, de votre fait aussi, parce que bombarder les infrastructures civiles, les hôpitaux, les écoles, empêcher toute vie normale dans les zones tenues par l'insurrection, ça c'est un principe de base de la contre-insurrection. Éviter que l'insurrection réussisse à prouver qu'elle est capable de remplacer l'administration gouvernementale. Donc si l'armée syrienne s'est acharnée sur les infrastructures civiles, c'était pour ça. Et ça a fini par porter ses fruits, parce qu'au bout d'un moment dans une guerre civile, qu'est-ce que veulent les gens? Les gens, ils veulent la sécurité, ils veulent la paix. Et ils abdiquent leurs revendications politiques. Donc il faut être patient, et c'est ce qui a fini par fonctionner et ramener, pour différentes raisons, la population syrienne vers Damas, par lassitude. Et aujourd'hui, la Pax Russica, elle s'appuie justement sur cette lassitude de la grande majorité de la population syrienne qui veut la paix, point, et rien d'autre. Bon, donc cette intervention a été salutaire. Elle a permis donc à Damas de reconquérir le territoire. Ça, c'est la situation en septembre 2016. En violet, c'est l'armée syrienne, en vert, l'opposition, en gris, Daesh, et en orange, les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes. J'ai laissé en blanc le désert syrien parce que son contrôle était variable. Et ça, donc, en violet, c'est le territoire tenu par l'armée syrienne. Donc vous voyez que c'était assez limité à l'ouest de la Syrie. Alep était complètement isolé, juste tenu par un petit cordon ombilical, une route qu'ils avaient ouverte dans le désert pour ravitailler Alep ouest, qui était toujours tenu par le gouvernement syrien, alors que toute la campagne était tenue par soit Daesh, soit les rebelles. Donc c'était vraiment une situation extrêmement précaire. Au printemps 2015, vous aviez le front Al-Nosra à la tête la branche syrienne d'Al-Qaïda. À l'époque, ils étaient officiellement la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui s'était emparée d'Idleb, Jessel Shogur, qui avait lancé une offensive avec l'appui des Turcs, des Saoudiens, des Occidentaux pour s'emparer du nord de la Syrie. Alep était menacé. Daesh venait de prendre Palmyre, donc toute la steppe syrienne échappait à l'armée syrienne. Vous aviez une pression sur Homs, sur Hamas, sur Damas. Enfin, voilà la situation telle qu'elle était au printemps 2015. Je m'étais rendu en Syrie à l'époque. On avait été sur la ligne de front face à Daesh. C'était quand même très précaire. Et on sentait quand même un peu d'inquiétude dans les rangs de l'armée. En revanche, on ne sentait pas d'inquiétude dans les rangs des officiels syriens. J'étais avec un journaliste d'Europe 1. On avait été voir le vice-ministre des Affaires étrangères, Faisal Mogdad, imperturbable, parce qu'il savait déjà que les Russes allaient intervenir. Donc, il n'était pas inquiet du tout. Évidemment, les soldats sur le terrain, eux, étaient un peu plus inquiets parce qu'ils n'avaient pas accès à ces sources d'informations. Mais ça m'avait vraiment surpris cette confiance que pouvaient avoir les officiels à Damas, alors que la situation semblait désespérée sur le terrain. En fait, la géopolitique est l'horreur du vide. Puisque les Occidentaux n'étaient pas intervenus les premiers, eh bien, les Russes allaient le faire. La stratégie des pays occidentaux jusqu'en 2015, c'était de supporter la rébellion syrienne, de maintenir un conflit de basse intensité en Syrie afin d'affaiblir l'armée syrienne et permettre à la rébellion de l'emporter. Et ça, c'était une erreur stratégique majeure parce qu'il était évident que la Russie et l'Iran ne laisseraient pas s'écrouler le régime syrien et qu'ils finiraient par intervenir directement. Parce que la Syrie est beaucoup plus importante pour l'Iran que pour la France, beaucoup plus importante pour la Russie que pour les États-Unis, et par conséquent, ils allaient mettre le prix pour sauver leur allié. Je
chose que nous n'étions pas prêts à faire. Et si les pays arabes, Qatar, Arabie Saoudite et puis la Turquie voulaient vraiment la chute du régime syrien, ils travaillaient de façon si désordonnée que c'était à se demander si... Enfin, c'était pas hyper productif, puisqu'il y avait cette concurrence entre le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite pour le contrôle de la rébellion syrienne, qui faisait que la rébellion syrienne, finalement, passait peut-être plus de temps à se battre entre elles pour capter justement les financements du Golfe et de la Turquie que d'affronter l'armée syrienne. L'armée syrienne libre, ça a toujours été une fiction. Ça existait sur le papier, mais dans la réalité, c'était des groupes éparses qui n'étaient liés par aucune coordination. Donc c'est pour ça que l'intervention russe, aidée par les troupes iraniennes, a fini par l'emporter, malgré les 200-300 000 personnes que vous aviez dans l'opposition. Cette intervention, elle s'est portée, elle avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, conforter les grandes villes syriennes qui étaient menacées. Vous voyez, sur cette carte, j'ai essayé d'établir la stratégie russe en 2015. Donc, Alep, Homs, Hama, Damas, il fallait vraiment conforter ces pôles urbains à partir desquels on allait pouvoir passer à la reconquête du territoire. Évidemment, protéger avant tout la région côtière, où vous aviez la base portuaire de Tartous, par laquelle arrivait le matériel militaire. Les Russes ont obtenu l'aéroport de Latakia, qui est un aéroport civil qui s'est transformé aujourd'hui en aéroport militaire russe, donc Hemimin, la principale base russe. Et ils ont fait porter leurs efforts essentiellement sur Alep dès le départ. C'était sauver Alep, qui était menacé par les rebelles qui encerclaient quasiment complètement la ville, pour vraiment restaurer la stature du régime dans le nord, parce que s'il avait perdu Alep, il risquait de perdre tout le nord du pays. Vous voyez la situation. Alep, c'était vraiment le petit point tout au nord, et en plus c'était la moitié de la ville, pas toute la ville qui était tenue par l'armée syrienne. Et une fois la reprise d'Alep effectuée, eh bien ça allait permettre de faire jurisprudence, de montrer la force de la Russie dans le nord du pays, et de ramener vers Damas les populations qui avaient basculé du côté de l'opposition. C'est les tribus arabes de la vallée de l'Euphrate, et puis à l'époque c'était les Kurdes. C'est-à-dire que les Russes avaient fait des propositions aux Kurdes, aux YPG, en leur disant on va vous donner un statut d'autonomie, on vous aidera à avoir une autonomie, on vous donnera le nord de la Syrie, rejoignez l'alliance russe, Russie, Iran, Damas. Les Américains, c'est pas des gens sérieux, ils ne resteront pas longtemps en Syrie, ils finiront par vous abandonner. Et ça, ces informations-là, j'étais à Washington à l'époque, en septembre 2015, c'était Ilham Ahmad, qui est la vice-présidente, enfin une responsable kurde, vice-présidente de la branche politique des forces démocratiques syriennes, qui nous l'avait dit lors d'un séminaire au Wilson Center. Elle avait expliqué que les Russes avaient fait cette proposition et que les Kurdes hésitaient. Alors évidemment, elle était venue à Washington pour essayer de faire monter les enchères du côté du Pentagone. Les Russes nous ont proposé ça. Qu'est-ce que vous nous proposez, hein? Les Américains soutenaient les Kurdes depuis l'affaire de Kobané, depuis septembre 2014. Ils commençaient à se nouer cette alliance entre le YPG et les États-Unis. Et les Russes voulaient détacher les Kurdes de cette alliance avec les États-Unis. Bon, les Kurdes ont tergiversé, ni oui ni non. Du côté d'Afrin, d'Alep, on travaille avec vous. À l'est de la Syrie, contre Daesh, on travaille avec les Américains. Mais ça, évidemment, ça n'a pas satisfait Poutine, qui, au bout d'un moment, a trouvé un meilleur partenaire en la personne d'Erdogan, furieux de voir les États-Unis soutenir le YPG qu'il considère comme la branche syrienne du PKK. Et effectivement, c'est la branche syrienne du PKK, pour m'être rendu 2 fois dans la région et avoir... déjà, j'avais une petite idée quand même avant d'y aller, mais en allant sur place, là, vous vous rendez effectivement compte que c'est le PKK qui contrôle le nord-est syrien. Donc pour la Turquie, c'est inacceptable. Et
à terme, pour les États-Unis, c'est quand même difficile de soutenir le PKK, qui est quand même officiellement considéré comme une organisation terroriste aux États-Unis ainsi qu'en Europe, par rapport à la Turquie, qui est quand même un membre de l'OTAN. Bon. Voilà un petit peu l'espèce de nœud gordien dans lequel Obama a entraîné les États-Unis en 2014 et que Trump s'apprête à trancher, si ce n'est déjà fait. Face à cette intervention russe, les Occidentaux sont incrédules, complètement incrédules. Ils ne pensent pas que la Russie va l'emporter. C'est vrai que les progrès sont lents. Là, sur cette carte, un an après l'intervention russe, j'ai mis en rouge les gains comment dire, russes. C'est extrêmement limité. Hein. Quelques petites poches autour d'Alep, la base de Kowaires à l'est d'Alep. Bon, quand même, Palmyre, ils avaient réussi à reprendre Palmyre. Mais enfin, c'est pas un gain qui est énorme. Ils n'ont pas renversé la balance sur le territoire tout de suite. Autour d'Alep, ça a duré de septembre 2015 jusqu'à décembre 2016. La bataille d'Alep, c'était très, très long. Il a fallu déjà couper le corridor d'Azaz en verre par lequel les rebelles recevaient des armes, de la logistique depuis la Turquie. Ça a été la première étape, hein, couper la route d'Azaz. C'est à peu près la même carte. Enfin, au nord-est d'Alep, c'est ce qui s'est produit. Et une fois que le corridor d'Azaz a été coupé, ils se sont évertués à couper le lien entre Alep-Est et puis la campagne ouest tenue par les rebelles. Ça a pris des mois. Mais ils sont finis par y arriver. Et en décembre 2016, il faut dire qu'entre-temps, août 2016, vous avez la rencontre Poutine-Erdogan à Saint-Pétersbourg, où là, Erdogan change de camp. Change de camp en échange de la liberté d'intervenir en Syrie et de bloquer la progression des Kurdes. Mais en septembre 2015, quand cette intervention russe se produit, en France, aux États-Unis, on n'y croit absolument pas. Alors voilà un petit article du Monde du 3 juin 2015. Moscou prend ses distances avec Damas. Alors on vous explique que c'est la catastrophe, que les Russes sont en train de rapatrier à toute vitesse leurs ressortissants en Syrie. Il existe plusieurs indices qui montrent que la Russie s'éloigne de Bachar, et celui-ci en est un, affirme-t-il depuis Londres, où il est édité le journal Al-Sharq al-Awsat, contrôlé par les Saoudiens. Il s'est montré encore plus catégorique, affirmant le 31 mai que le Kremlin a commencé à se détourner du régime syrien. Voilà, l'article paru dans Le Monde le 3 juin 2015. Et c'est vrai qu'en France, en juin 2015, ça y est, les officiels, tout le monde disait c'est fini, les Russes abandonnent le régime syrien, ils ont compris qu'il est fini, etc. Ils sont en train de couper les liens avec Damas. Alors moi j'étais en Syrie en juin 2015, j'étais à l'attaquer, je voyais Masaken al-Roussi, la cité où habitaient les coopérants russes, coopérants militaires en face de l'université Tichrin, où les gens étaient toujours là avec les familles, il n'y avait aucun signe d'inquiétude. Je suis passé à Tartous, les bateaux russes arrivaient tous les jours amenant du matériel. Et puis je vous dis, les officiels syriens n'étaient pas inquiets. Parce que voilà, l'intervention avait été décidée et ils savaient qu'ils allaient intervenir rapidement et que donc qu'ils n'avaient pas d'inquiétude à avoir. Quand les Russes interviennent en septembre 2015 directement, là j'étais à Washington, surprise totale à Washington, absolument incroyable. On n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est l'article du New York Times, octobre 2015. Hein, voilà, Obama see Russia failing in Syria effort. Et ça ne marchera pas. Voilà, hein, ça sera c'est une erreur de la Russie, c'est une intervention vouée à l'échec, ça sera un nouvel Afghanistan. Dans 3 mois, ils seront harcelés, ils vont être obligés de plier bagages, etc. Voilà ce qui régnait à Washington à l'automne 2015. J'étais dans des think tanks, j'ai bien vu, senti autour de moi l'atmosphère. Bon, on n'y croyait pas parce qu'on était encore dans ce logiciel de l'hégémonie de l'Occident après la chute de l'Union soviétique. 20 ans de domination sans partage des États-Unis sur le monde, et une vision toujours de la Russie, un pays faible, incapable de lancer une intervention extérieure. Alors, pourtant, on aurait dû se méfier. Il y avait quand même eu en 2008 l'affaire de la Géorgie.
Bon, mais voilà, c'était la proximité de la Russie. Et là, on ne pensait pas qu'ils puissent lancer cette intervention en Syrie avec le matériel qu'ils avaient. Aujourd'hui, ce déni de réalité, il se poursuit, notamment dans les milieux néoconservateurs, hein, des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis bien sûr et en France. On convient que grâce à la Russie, Assad a gagné la guerre, mais on se rassure en affirmant qu'il ne gagnera pas la paix. Bon, tout est fait effectivement pour étrangler la Syrie du point de vue économique. La Syrie n'aura pas d'aide extérieure, ni de la Banque mondiale. La France bloque au niveau de l'Union européenne pour qu'une aide d'urgence, une aide humanitaire, mais enfin qu'on voudrait voir réservée aux zones nord, la zone tenue par les Kurdes, oui, pourquoi pas. Ce qui est plus grave, c'est quand même la zone tenue par Hayat Tahrir al-Sham à Idlib, où là on continue à envoyer de l'aide humanitaire, alors qu'on sait très bien que c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda qui s'en occupe et qui clientélise la population grâce à cette aide fournie par les pays occidentaux. Donc, on pense que privé d'aide extérieure, la Syrie ne pourra pas se reconstruire, ça va créer du mécontentement dans la population et les gens vont se révolter. Non. Les gens ne vont pas se révolter. Après 7 ans de guerre, ils ne vont pas se révolter. Si vraiment c'est la catastrophe économique, ceux qui ne sont pas contents, ils partiront. Parce qu'ils ont vu de quoi était capable le régime, la répression dont il était capable. Et donc, penser qu'en étranglant le pays économiquement, ça va provoquer une révolte, non. Ça, c'est ce qu'on appelle du wishful thinking, hein, les vœux pieux, des espèces de raisonnements déconnectés du réel qui sont très en vogue, justement, dans les think tanks américains, mais enfin, pas que dans les think tanks américains, malheureusement. La réalité, c'est qu'on a un pays qui se reconstruit avec les moyens du bord, l'argent des réfugiés, l'argent de la diaspora, les ressources internes. Bon, c'est de l'artisanat, c'est du bricolage, il n'y a pas forcément dans les villes des réseaux d'égouts qui sont refaits, des réseaux d'eau qui sont refaits, mais on reconstruit sa maison, on fait venir des camions d'eau pour remplir sa citerne. Bon, l'électricité, il y a des coupures, mais déjà avant la guerre, de toute façon, il y avait des coupures. On me dit, il y a 8 heures de coupure d'électricité à Damas. Bah oui, mais enfin, avant la guerre, il y avait 6 heures de coupure. Donc, c'est pas, ça ne change pas beaucoup le quotidien des Syriens. Hein. Puis au Liban, c'est la paix depuis 25 ans, et puis il y a 12 heures de coupure par jour. Donc, on a les moyens de se débrouiller. Le pays compte 7 millions d'habitants en moins, qui, à mon avis, ne rentreront pas. Ceux qui ont soutenu l'opposition, ben, il est évident que ceux-là, ils sont persona non grata. Et puis, vu la situation économique et la situation aussi sécuritaire, les gens n'ont pas envie de rentrer. Et ils n'ont pas envie de rentrer, et on risque d'avoir donc ces réfugiés qui sont au Liban, en Turquie ou ailleurs, qui finalement, un jour ou l'autre, vont venir vers l'Europe. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est complètement dépendant du chantage, parce qu'il faut appeler ça comme ça, du chantage de la Turquie vis-à-vis de l'Union européenne. La Turquie, si on ne paye pas l'entretien des réfugiés, si on ne ferme pas les yeux sur la répression d'Erdogan par rapport aux journalistes, aux Kurdes et autres, au trucage des élections, eh bien, si on remet en cause le processus d'adhésion de la Turquie, qui n'a aucune chance d'aboutir, mais qui permet à la Turquie de recevoir des fonds européens, ben Erdogan nous menace d'ouvrir les vannes. Et il n'y a pas de plan B en Europe par rapport aux 6 millions de réfugiés, alors, à peu près 3 800 000 de réfugiés syriens, plus des Irakiens, plus des Afghans, etc., qui s'entassent en Turquie, en attendant de pouvoir passer la mer Égée, parce que la situation économique se détériore en Turquie, et aujourd'hui, les réfugiés commencent à être très très mal perçus par la population turque, notamment dans le sud, où ils créent évidemment une distorsion sur le marché du travail, et ça crée énormément de problèmes à la Turquie, au gouvernement d'Erdogan. Donc, la Syrie se reconstruit doucement, pas de manière très rationnelle, avec les standards. Donc, une mauvaise reconstruction, je dirais, qui est en train de casser le peu de capital environnemental qui restait au pays, qui va générer des problèmes énormes d'urbanisation dans le futur. Enfin, on voit même le Liban, ce que ça a pu donner, cette mauvaise reconstruction du Liban, le problème des déchets aujourd'hui, de la pollution, etc. Ça sera malheureusement la même chose en Syrie. Mais c'est pas ça qui va déstabiliser le régime. En revanche, ça va déstabiliser l'Europe.
parce que les 600 000 réfugiés syriens qui sont en Allemagne aujourd'hui, ils ont tous des papiers de réfugiés, et maintenant ils peuvent prétendre au regroupement familial. Donc de 600 000, ils peuvent devenir 1 million, 2 millions assez rapidement. Et ça inquiète beaucoup les Allemands, qui justement sont en pointe sur toutes les affaires de reconstruction. Je participe à un programme sur Syrie, Irak, Liban, Syrie, Libye, Yémen à la Banque mondiale. Ceux qui financent le programme, c'est la coopération allemande. La France ne veut pas un sou, mais en revanche, les Allemands payent parce qu'ils veulent qu'on stabilise la Syrie, l'Irak, pour éviter d'avoir ce regroupement familial qui fonctionne à plein. Ils ont réussi pour l'instant à le suspendre, pour des raisons entre guillemets techniques, mais le regroupement familial, il est dans le traité européen de 2003, et on ne peut pas le suspendre ad vitam aeternam. Donc si la Syrie n'est pas un pays stable, n'est pas un pays en paix, eh bien l'Allemagne a peur d'être submergée, et on voit les conséquences politiques que ça a eu sur Angela Merkel, qui a une coalition extrêmement fragile aujourd'hui, et sur l'Europe en général. La majorité des pays arabes, ils souhaitent une normalisation avec la Syrie. On a vu les Émirats arabes unis qui ont réouvert leur ambassade, par opposition à la Turquie et aux frères musulmans. C'est pour ça la principale motivation des Émirats arabes unis. La Turquie occupe quand même le nord de la Syrie, une terre arabe, ça inquiète. Et puis là, la reconnaissance par Donald Trump de l'annexion du Golan par Israël pousse aussi des pays arabes à réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe, parce qu'ils se disent, mais voilà, on a affaibli la Syrie, on n'est plus solidaire de la Syrie, et maintenant les Israéliens peuvent faire ce qu'ils veulent par rapport au Golan. Et c'est quand même quelque chose qui a toujours une importance pour les pays arabes, cette histoire du Golan. Alors, ça permet aussi à Damas de nourrir sa théorie du complot en disant, vous voyez, c'était bien un complot de l'extérieur, l'objectif était d'affaiblir le pays pour qu'Israël puisse annexer le Golan. C'est comme ça aujourd'hui que les agences officielles syriennes vendent la guerre en Syrie. Il y a eu des interventions extérieures, mais il y avait surtout il y avait essentiellement un problème intérieur quand même. Il ne faut pas le négliger. Donc on est quand même dans un processus plutôt de normalisation des relations avec Damas du côté des pays arabes, sauf que l'Arabie saoudite bloque toujours. C'est quand même l'Arabie saoudite qui finance la Ligue arabe, et par conséquent, si elle n'est pas d'accord, donc si les États-Unis ne sont pas d'accord, la Syrie aura quand même du mal à être réintégrée dans la Ligue arabe. Enfin, pour ce que sert la Ligue arabe, de toute façon, c'est pas un souci. C'est juste quelque chose de symbolique. Ce qui n'empêche pas donc les autres pays arabes finalement de continuer, de renouer les liens avec la Syrie, et de plus en plus beaucoup de pays européens qui renvoient des chargés d'affaires à Damas pour entretenir des liens avec la Syrie, je pense notamment à l'Italie. Alors, revenons sur l'intervention russe. Pourquoi l'intervention russe en 2015 ? Donc, je vous ai expliqué le contexte. Le régime était vraiment menacé par l'offensive de la rébellion, notamment dans le nord, et par l'État islamique. Donc, pour la Russie, il faut sauver un allié. Elle doit prouver qu'elle est une grande puissance capable de contrer les États-Unis. Et donc, elle va intervenir pour cela. Il y a la lutte contre le terrorisme islamique. On a des milliers de ressortissants russes, tchétchènes, dagestanais, etc., qui sont engagés en Syrie aux côtés d'Al-Nosra, de Daesh. Et donc, les Russes ont intérêt quand même à éteindre l'incendie djihadiste pour éviter qu'il ne se propage dans l'ancienne Asie centrale soviétique, dans le Caucase, dans le sud de la Russie. Bon, à mon avis, c'est une préoccupation, elle ne me semble pas être prioritaire. Il y a le timing qui est intéressant. S'ils sont intervenus aussi tard, c'est parce que Poutine a attendu que Bachar el-Assad soit le dos au mur, ainsi que l'Iran, de manière à ce qu'il soit obligé d'accepter les conditions russes, c'est-à-dire les bases, l'irresponsabilité russe face aux destructions provoquées par les bombardements russes, et puis surtout que la Russie puisse prendre en main la politique étrangère de la Syrie sans qu'Assad ne proteste ou que l'Iran ne proteste. On a vraiment attendu qu'il soit le dos au mur.
C'est aussi après l'affaire de l'Ukraine, février 2014, on a Viktor Yanukovych qui est destitué en Ukraine, le séparatisme du Donetsk, l'annexion de la Crimée en février 2014. Donc la Russie est obligée de sortir aussi de cette espèce d'impasse, de blocage qu'elle a vis-à-vis de l'Europe en restaurant sa puissance par cette intervention en Syrie, et puis peut-être avoir un levier sur l'Europe, avoir un moyen de négocier en position de force. Mais moi j'ajouterais surtout le paramètre économique qui me semble fondamental pour comprendre cette intervention. Les hydrocarbures. Comme je vous le disais en introduction, en 2015, au printemps 2015, le pétrole il est à 20-25 $ le baril. Ce qui entraîne aussi une baisse des prix du gaz. Or, les hydrocarbures, c'est plus de 60% des exportations de la Russie, l'essentiel des ressources de l'État russe. La Russie est le premier producteur mondial de gaz, il a 24% des réserves, 6e producteur mondial pour le pétrole. Je crois que le pétrole, c'est 50% des exportations russes à lui seul. Ensuite, on a l'armement, les produits agricoles, etc. Mais voilà, un prix du pétrole à 20-25 $, vu les coûts de production en Russie, quand vous produisez du pétrole en Sibérie, ce n'est pas le même coût que lorsque vous produisez du pétrole en Arabie. L'Arabian Light, produit en Arabie Saoudite, le coût d'extraction, il doit être à 4-5 $. En Russie, on est à 20 $ le coût d'extraction. Donc pour Poutine, c'est une catastrophe. Si ça se poursuit encore quelques années, ce pétrole à 20 $ le baril, c'est la crise économique qui s'installe et il n'a plus les moyens de soutenir sa politique étrangère. Donc il faut trouver un moyen de faire remonter les prix du pétrole et d'éviter aussi qu'il y ait des concurrents sur le marché du gaz en Europe. Donc pour ça, il y a deux cibles. La première cible, c'est la Turquie. La Turquie veut devenir un carrefour énergétique. La Turquie devait normalement, dans les années 90, devenir le réceptacle des gazoducs et des pipelines venant d'Asie centrale qui permettaient de contourner la Russie et de drainer donc, les richesses en hydrocarbures de l'Asie centrale via le Caucase, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, échappant ainsi à la Russie. Si en 2008, vous avez l'intervention russe dans le Caucase, c'est pour couper justement cette route des hydrocarbures. Continue à passer, mais sous contrôle russe. Donc les pays d'Asie centrale reviennent dans le giron russe, parce qu'eux aussi ils sont dépendants des exportations d'hydrocarbures, et ils sont obligés donc de passer par la Russie. La Turquie envisage d'être ce carrefour énergétique, amenant le gaz iranien, le gaz égyptien, le gaz israélien, via Nabucco, et ensuite ça partira vers l'Europe. Et là, vous concurrencez directement les exportations russes de gaz vers l'Europe. Donc, il faut encercler la Turquie en gardant la Syrie de son côté, éviter que le régime tombe, soit remplacé par un régime sunnite pro-frères musulmans ou pro-saoudien, qui permettrait justement à ces connexions gazières de se faire. La Turquie veut devenir un carrefour énergétique, très bien, mais un carrefour énergétique russe. C'est pour ça que South Stream, il passe par la Turquie, ça ne pose pas de problème, mais c'est sous contrôle russe, c'est pas sous contrôle occidental. Et ça a très bien fonctionné, puisqu'on voit aujourd'hui les liens économiques très forts entre la Turquie et la Russie. Et ensuite, domestiquer l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le grand régulateur mondial des cours du pétrole. C'est le pays qui a les coûts de production pétroliers les moins chers au monde, ce qui lui permet de gagner de l'argent même si le pétrole est bas. Elle augmente, réduit sa production en fonction évidemment plutôt des pressions américaines, son grand protecteur depuis 1945, depuis le pacte du Quincy. Donc l'Arabie Saoudite ne va pas réduire sa production afin que les prix du pétrole remontent pour faire plaisir à la Russie. Parce qu'un pétrole pas cher, ça permet à l'Arabie Saoudite de gagner des parts de marché. Donc ils ne sont pas forcément perdants à 100% quand le prix du pétrole baisse. Avec la production de pétrole par fragmentation, le gaz de schiste en Amérique du Nord, on sait que le prix des hydrocarbures ne va pas remonter au-delà de 70 $ le baril en moyenne sur une année. D'ici 5 ans, voilà, c'est un peu 5 ans, la prévision, c'est ça. Ça ne montera pas au-dessus de 70 $ le baril, parce que dès que le prix du pétrole baisse,
Dès que le prix du pétrole remonte, le pétrole, les puits nord-américains se remettent à produire et ça maintient le pétrole à 60 à peu près dollars le baril. On a fait énormément de gains de productivité dans la production de pétrole par fragmentation. Il y a 10 ans, le coût était de 80 dollars le baril, c'était extrêmement cher. Aujourd'hui, le coût est passé à moins de 15 dollars le baril. Donc, grâce à ces coûts de productivité, eh bien, on a une production américaine qui inonde le marché aujourd'hui. Les Américains sont aujourd'hui exportateurs nets d'hydrocarbures, hein, alors que c'était le principal importateur avant d'hydrocarbures au monde. Donc le prix du pétrole ne montera pas au-delà des 70 dollars le baril, sauf s'il y a un blocage de la production saoudienne. Et comment on pourrait avoir un blocage de la production saoudienne ? Par exemple, une révolte dans le Hassa. Le Hassa, c'est la région pétrolière saoudienne, hein, dans le Golfe, où la population est chiite, une population qui est persécutée, sous contrôle policier, population marginalisée. Si on lui donnait un petit coup de main depuis le sud de l'Irak, depuis l'Iran, on pourrait créer des troubles dans cette région. On pourrait avoir des terminaux pétroliers qui soient victimes d'attentats. On pourrait avoir un missile partant du Yémen qui, au lieu de se perdre dans le désert du côté de Riyad, pourrait tomber sur Daman, par exemple. Et ça vraiment bloquerait la production saoudienne. Alors, je ne sais pas les négociations qu'il y a pu avoir entre Poutine et Mohammed Ben Salman, mais on peut très bien imaginer, et ça c'est pas de la politique fiction, que Poutine, en montrant son hard power en Syrie et son alliance avec l'Iran, ait fait comprendre aux Saoudiens que s'ils ne réduisent pas leur production de pétrole, de manière à faire remonter les cours, ils pourraient peut-être avoir des problèmes. Voilà, l'OPEP a réduit sa production, l'Arabie Saoudite en tête, et le prix du pétrole, à partir de 2016, a commencé à remonter à 50-60 dollars le baril, ce qui pour la Russie, évidemment, est tout à fait acceptable aujourd'hui. Et donc dans ce contexte, la Russie a besoin de l'Iran. Elle a besoin de l'Iran qui fournit des troupes au sol en Syrie, qui supporte financièrement le régime syrien et qui peut faire pression sur l'Arabie Saoudite. Et l'Iran a besoin de la Russie pour pouvoir constituer cet axe pro-iranien qui va vers la Méditerranée. Parce que ça, c'est l'objectif des Iraniens, que d'avoir donc un axe Irak, Syrie, Liban, de manière à protéger sa frontière ouest, par où elle a peur d'être attaquée. La guerre Iran-Irak a quand même marqué la République islamique. Il y a une motivation idéologique, la lutte contre Israël, l'axe de la résistance, comme disent les Iraniens, qui est une des motivations toujours du régime islamique. Et puis, contourner l'embargo. C'est beaucoup plus difficile pour les Américains, pour les Occidentaux, de sanctionner l'Iran si vous avez un espace économique, Iran, Irak, Syrie, Liban. On sait aujourd'hui que les banques irakiennes, par exemple, c'est une des sources de devises pour l'Iran, parce que c'est des petites banques qui n'ont pas forcément pignon sur rue aux États-Unis, et donc qui se moquent des sanctions que pourraient prendre les États-Unis. Ce n'est pas la BNP qui, elle, hésite avant de travailler en dollars avec des sociétés iraniennes, parce qu'ils ont quand même été punis aux États-Unis, 8 milliards de dollars d'amende. Donc les grosses sociétés ne travaillent pas, mais les petites sociétés peuvent contourner l'embargo. Et puis c'est aussi se positionner pour les Iraniens sur les routes de la soie, être un tronçon des routes de la soie chinoises. Là, vous avez un corridor iranien qui peut rentrer dans le cadre de ces routes de la soie. Il y a le projet d'une voie de chemin de fer Téhéran-Méditerranée. Et là, récemment, on a appris que les Iraniens, à partir du 1er octobre 2019, allaient gérer le port de Latakia.
Hein, c'était une société, Souria, un holding allié à CMA CGM, qui normalement ne gérait le port de Latakia. Enfin, CMA CGM s'était retiré depuis les sanctions qui ont été imposées à la Syrie. Mais le contrat s'arrête au 1er octobre 2019, et ce sont les Iraniens qui vont gérer le port commercial aujourd'hui de Latakia. Alors il y a toujours le risque pour les Iraniens que les Israéliens commencent à bombarder évidemment le port de Latakia, se disant qu'ils vont l'utiliser à des fins militaires. Mais Latakia, voilà, c'est à 25 km de la base de Hemimin, la base russe, et donc les Russes protègent finalement le port de Latakia. Les Iraniens, au début, ils voulaient s'installer à Tartous. Mais à Tartous, vous avez la base militaire russe. Donc ça n'a pas été très, très bien accueilli. Tartous restera plutôt un port militaire russe et peut-être sans doute commercial russe. Et c'est Latakia qui sera donné aux Iraniens avec protection russe. Donc là encore, on dit, oui, les Russes, les Iraniens, leur alliance va finir par éclater en Syrie, ils ne sont pas d'accord sur le sort de Bachar el-Assad, les Iraniens veulent protéger Assad, alors que pour les Russes disent on n'est pas marié avec Assad, etc. Donc il va y avoir des problèmes. Non, il n'y aura pas de problème. Enfin, il y a toujours des problèmes. Mais ces problèmes, ils vont être résolus. Parce que l'alliance entre la Russie et l'Iran, elle dépasse de beaucoup la Syrie. C'est une alliance à l'échelle du Moyen-Orient pour réduire l'influence américaine. Ils ont besoin l'un de l'autre. Donc, les problèmes, ils vont se résoudre. J'ai encore un peu de temps ou... Oui. D'accord. Donc... La situation aujourd'hui, elle est celle-là en termes de contrôle de la population résidente. Hein. Aujourd'hui en Syrie, on doit avoir peut-être 17 millions d'habitants. Il y a 7 millions de personnes qui sont à l'extérieur. Le régime contrôle à peu près 69%, 70% de la population. Les forces démocratiques syriennes, 16%. Les rebelles dans la poche d'Idleb, 12%. Et puis l'armée turque, à peu près 3%, c'est-à-dire au nord d'Alep. L'autre partenaire donc, de la Russie dans l'affaire syrienne, c'est évidemment la Turquie. C'est grâce à la Turquie, le changement de position de la Turquie en août 2016, que la Russie a pu reprendre Alep, et même que l'armée syrienne a pu reprendre la Ghouta de Damas, a pu reprendre l'est de la Syrie, parce que la Russie a coupé les vivres aux rebelles qui continuaient à se battre contre l'armée syrienne, a tenu en main les rebelles syriens pour que l'armée syrienne puisse reconquérir le territoire. Et en échange de quoi ? Eh bien, en échange de la permission russe de pouvoir écraser les Kurdes. Les Kurdes ayant tergiversé, les Kurdes ayant refusé de rejoindre l'alliance russe, eh bien, restant fermement attachés aux États-Unis, Erdogan a considéré qu'il était de son intérêt de s'allier avec la Russie pour les éliminer, et les Russes ont considéré, puisque les Kurdes n'avaient pas choisi le bon camp, entre guillemets, eh bien, qu'on pouvait les sacrifier. Et ça, c'est valable aussi, même dans un cadre qui dépasse la Syrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question de la position de la Turquie dans l'OTAN. La Turquie achète des missiles S-400 russes. Pour un pays membre de l'OTAN, acheter du matériel russe, enfin, c'est pas concevable. On se demande si la Turquie, aujourd'hui, n'est pas devenue le cheval de Troie de la Russie dans l'OTAN. On sait que la Turquie bloque tout un tas de programmes, par exemple, dans l'OTAN de coopération OTAN-Méditerranée. Heureusement, il n'y a pas de généraux turcs dans les postes clés au sein de l'OTAN. Mais enfin, les amis qui sont à l'OTAN me disent dès qu'il y a un Turc qui est dans la salle, on se censure, quoi, hein. On commence à avoir de plus en plus de suspicions à l'égard de la Turquie. Pourquoi cela ? Parce que Erdogan ne voulait pas que les Kurdes, que le PKK réalise son objectif d'unir tous les territoires kurdes au nord de la Syrie, créer ce Rojava, ce territoire autonome kurde qui irait jusqu'à la Méditerranée dans la tête des Kurdes. Quand vous voyez les cartes du Rojava en 2015-2016, ça allait jusqu'à Alexandrette, considérant que la Turquie, dans l'esprit du PKK, de toute façon, la Turquie doit nécessairement exploser un jour.
Donc, le problème du peuple kurde, c'est qu'ils sont enclavés, donc il leur faut un accès à la mer. Et finalement, ce Rojava pouvait être un accès à la mer vers Alexandrette, qu'ils considèrent comme kurde. C'était évidemment kurde au Moyen-Âge, mais enfin. Ou alors, dans le cas d'une explosion de la Syrie, à ce moment-là, on peut toujours essayer de s'arranger avec l'État alawite qui se créerait sur la côte pour avoir un débouché du côté de Latakia, où il y a en plus un ancien fief kurde, le Djebel Akrad. Bon, c'est des populations d'origine kurde, mais qui ne parlent plus kurde, qui sont totalement arabisées aujourd'hui. Mais enfin, voilà, hein, on remobilise ce passé, cette expansion kurde médiévale pour revendiquer des territoires. Et ainsi, le Kurdistan aurait un accès à la Méditerranée. Alors, une utopie, effectivement, mais enfin, bon, hein, le PKK, il vit pas mal sur des utopies mobilisatrices, et c'est vrai que ça motivait les gens, et c'est ce qui a motivé, justement, cette poussée vers l'ouest des YPG, Manbij, et puis ensuite, ils voulaient faire le lien avec Afrin. Hein, là, vous avez la carte du peuplement kurde en Syrie, le grisé. Vous voyez que c'est trois poches kurdes séparées, Kamishli, Kobané, Afrin, avec entre des territoires arabes où les Kurdes sont dispersés, sont en minorité. Et l'objectif, eh bien, c'était du YPG, c'est de relier tous ces territoires du nord et d'aller jusqu'à la Méditerranée. Donc, lorsqu'au printemps 2016, vous avez les Kurdes qui passent l'Euphrate, enfin, ils avaient passé l'Euphrate en décembre 2015, ils avaient pris le barrage Tishrin, et puis ensuite ils ont passé l'Euphrate et ils sont allés prendre la ville de Manbij. Alors officiellement ils prenaient Manbij dans leur offensive contre Raqqa. Bon, c'était pas vraiment le chemin de Raqqa, hein, Manbij, mais ils partaient du principe qu'il fallait couper la frontière turque, s'emparer de la frontière turque pour empêcher Daesh de recevoir de l'aide de l'extérieur. Sous-entendu que l'aide arrivait depuis la Turquie. Alors là, Erdogan n'avait pas trop apprécié, mais surtout que les Américains soutiennent la stratégie, mais enfin, ce qui était vrai, hein, pour avoir été dans le sud de la Turquie, j'ai vu les djihadistes prendre l'avion, débarquer à Gaziantep, être exfiltrés, venir se faire soigner à Gaziantep, enfin... La Turquie n'est pas restée très claire dans l'histoire de Daesh. Et donc, vous avez donc ces Kurdes qui prennent Manbij et ensuite qui pensent continuer vers Afrin. Et là, pour Erdogan, il faut absolument empêcher qu'il fasse la jonction entre Manbij et Afrin. Et août 2016, c'est l'intervention turque dans le nord. En échange, Erdogan retire son soutien à la rébellion syrienne et la Russie peut reprendre tranquillement Alep-Est. Et voilà, la prochaine étape, elle est là. La Turquie veut aujourd'hui une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Hein, c'est le pointillé vert que vous avez sur cette carte. Zone de sécurité qui intègre l'essentiel des territoires kurdes du nord de la Syrie. Donc ça fera comme à Afrin, à mon avis. Plus de la moitié de la population kurde sera chassée et sans doute remplacée par des populations arabes, pourquoi pas venues de la province d'Idleb, que Erdogan s'apprête finalement à donner à l'armée syrienne, à la Russie, en échange de cette permission d'intervenir dans le nord de la Syrie. Erdogan n'a pas l'intention de soutenir ad vitam aeternam les rebelles dans la province d'Idleb, mais en tout cas les pro-turcs, il faudra bien leur trouver un endroit où s'installer. Il n'en veut plus en Turquie, mais on peut les installer justement dans cette zone nord, et on verrait donc ainsi la Turquie créer la fameuse ceinture arabe que le parti Baas voulait créer dans les années 60 contre les Kurdes. Ça serait la Turquie qui la créerait, une ceinture arabe anti-kurde pro-turque. Parce que pour combien de temps les Turcs sont dans le nord de la Syrie, ils peuvent rester très longtemps. Hein, on prend l'Irak et on prend Chypre. Une fois qu'ils sont installés, ils sont pas prêts de partir. Et là, ils élimineraient complètement le peuplement kurde du nord de la Syrie. Alors l'affaire de Manbij, c'est pas clair. J'ai pas l'impression que Poutine est disposé à laisser Manbij à la Russie. Je suis allé à Manbij l'année dernière. Toutes les interviews que j'ai pu faire à Manbij auprès des populations arabes, c'était que nous, on veut le retour de l'État syrien. Bon, on ne veut pas appartenir à une région séparatiste kurde, ça c'est clair.
La population est arabe à plus de 80%. On ne veut pas être dominé par les Kurdes, dominé par le PKK. On veut rejoindre l'État syrien. Il disait l'État syrien, il ne disait pas le régime, il disait Daoulé Souri, il disait pas, bon, évidemment. Et tous les chefs de tribus que j'ai pu rencontrer m'ont dit, nous, on veut le retour de Bachar el-Assad. Parce qu'évidemment, ils ont tous fait des accords avec Assad, avec Mamlouk, pour être restaurés dans leurs prérogatives une fois le retour de l'armée syrienne à Manbij. Et le retour de Manbij dans le giron de l'État syrien est très important pour la conquête du nord-est de la Syrie en entier. Parce que tous ces accords entre Assad et les chefs de tribu de Manbij, on a les mêmes accords entre les chefs de tribu de Raqqa, de Hasakeh, de Deir ez-Zor et Assad. Et tous ces chefs de tribu du nord-est attendent de voir ce qui va se passer à Manbij, si effectivement Assad va réussir à réoccuper la ville, et que ça sera au détriment des Turcs, au détriment des YPG et des Américains. Et à ce moment-là, ils basculeront effectivement tous du côté d'Assad très rapidement. S'ils voient que ce sont les Turcs qui s'emparent de Manbij, là, ils vont peut-être hésiter un petit peu et se dire, on ferait peut-être mieux de prêter allégeance à Erdogan. Hein. Les tribus locales, elles travaillent que dans leur intérêt, elles ne sont pas à vendre, elles sont à louer. Mais elles travaillent toujours dans l'intérêt de la tribu. Hein, je prends la tribu Boubanna de Manbij. Vous avez Farouk al-Mashi, qui est vice-président du conseil exécutif lié aux Kurdes, et puis vous avez son grand frère, Mohamed al-Mashi, qui lui est député à Damas et proche de l'armée syrienne. Vous prenez les Chamars, les alliés de la première heure des Kurdes dans le nord-est de la Syrie, vous avez le cher... comment se met Enadi, enfin le cher de la tribu, vice-président du canton de Djeziré, allié aux Kurdes, sa milice qui travaille avec les Kurdes, etc. Et puis vous avez son frère qui vit dans la zone gouvernementale de Kamishli, que j'ai pu rencontrer, et qui lui a le portrait d'Assad dans son salon et appelle le retour de l'armée syrienne à Kamishli. Ça, c'est la stratégie tribale. Il faut toujours avoir un pied dans un camp, comme ça, quel que soit le vainqueur, la tribu sera toujours du bon côté. Et puis, avec un petit sourire, ils m'ont dit, vous savez, Ahmad Jarba, le chef de l'opposition syrienne, bah, c'est notre neveu. Hein. Donc, voilà, hein, les chamars, ils sont très habiles. Bon. Donc, voilà, la stratégie d'Erdogan, c'est vraiment se débarrasser des fiefs kurdes. Et je pense que, de toute façon... si les Kurdes n'arrivent pas à négocier avec Damas et accusent souvent une fin de non-recevoir de la part de Moscou, bah c'est parce qu'à mon avis, ils ont déjà été vendus, en gros, à la Turquie lors de ce sommet de Saint-Pétersbourg en 2016. Peut-être qu'ils auraient pu, s'ils avaient changé de camp l'année dernière, peut-être sauver quelques territoires. Mais là, je pense que vraiment les jeux sont faits. Et qu'une fois le retrait américain acté, ils se retrouvent pris entre le marteau turc et puis l'enclume syrien. Il y a assez peu d'espoir pour eux. Donc voilà un petit peu la situation. Aujourd'hui, Pax Russica, bah oui, parce que ce n'est plus à Genève que ça se décide, le sort de la Syrie, mais c'est évidemment le processus d'Astana, entre Iraniens, Turcs et Russes. Les Iraniens veulent préserver l'intégrité de la Syrie. Ils sont un petit peu suspicieux à l'égard des Russes qui soupçonnent de vouloir pactiser avec les Occidentaux et laisser des morceaux de la Syrie à la Turquie. Il est vrai que l'affaire d'Afrin a montré que la Russie n'hésite pas à céder une partie de la Syrie à la Turquie. Et comme je vous le disais, une fois que les Turcs sont installés, ben ils peuvent rester longtemps, comme c'est le cas à Chypre. L'Iran s'inquiète aussi de la relation entre la Russie et Israël, parce que mais elle doit accepter ce double jeu russe, parce qu'elle a besoin de la Russie pour construire son axe vers la Méditerranée. Et donc les Russes sont véritablement en position d'arbitre en Syrie. Et le principal acteur également au niveau militaire. Et il y a de fortes chances évidemment que la Syrie devienne un condominium russo-iranien, mais avec une prédominance dans ce couple, évidemment, de la Russie. Alors, à quel horizon ? Je pense que l'année 2019 sera encore une année assez mouvementée, parce qu'il y aura toute l'affaire d'Idleb et du Nord-Est. Je pense qu'Idleb, ça peut attendre.
Idlib, ça peut attendre parce que de toute façon, Hayat Tahrir al-Sham, la branche syrienne d'Al-Qaïda, officielle ou non officielle, ça ne va pas être des interlocuteurs valables. Donc pour Assad, pour Poutine, on n'est pas obligé de s'attaquer à Idlib tout de suite. Personne ne viendra à leur secours. En revanche, le nord-est de la Syrie, c'est quand même quelque chose de plus important. Il y a le pétrole, il y a un vaste territoire à reconquérir. Il vaut mieux peut-être éviter de bloquer l'armée syrienne dans une offensive contre Idlib, alors que les Américains se retirent du nord-est, parce que là, on verrait la Turquie attaquer le nord de la Syrie et descendre peut-être un peu trop vers le sud, et ensuite, pour les faire partir, ça sera plus difficile. Donc j'ai l'impression que l'armée syrienne et la Russie se positionnent plutôt au sud de l'Euphrate en attendant le départ des Américains, en attendant, donc maintenant, après la fin de Daesh, on devrait les voir réduire leur dispositif, et l'armée syrienne passer l'Euphrate. Je pense que c'est ça qu'on va voir cette année 2019. Et puis une fois que le nord-est de la Syrie sera réoccupé, là, on s'attaquera à la province d'Idlib, et on peut avoir donc vraiment une fin des hostilités en Syrie d'ici 2020, ce qui n'empêchera pas le terrorisme, les attentats, parce que Daesh, Al-Nosra et autres, eh bien, ils ont des cellules dormantes, ils sont dormantes ou actives, et là, le problème ne sera pas résolu. Donc, voilà un petit peu comment je vois le déroulement pour ces 2 prochaines années. Et puis, il y a un timing tout à fait intéressant, c'est les élections américaines. C'est-à-dire que, traditionnellement, j'ai toujours vu les États-Unis, lors de l'année de l'élection américaine, donc de septembre 2019 à novembre 2020, être très timides au niveau de leur politique étrangère, ne pas risquer une intervention militaire, justement, parce que lors d'une campagne électorale, tout gain à l'extérieur ne vous apporte pas de nouvelles voix. En revanche, tout problème vous en fait perdre. Comme Trump tient à être réélu, il tient à minimiser les risques à l'extérieur, et notamment éviter d'avoir un attentat meurtrier contre les troupes américaines en Syrie dans quelques mois, comme ce qui s'est produit à Manbij en janvier 2019. Vous avez 4 soldats américains qui ont été tués dans un attentat. Ça, c'était à mon avis un petit message, parce que on indique à Trump gentiment que ça peut être 50 ou 100 soldats américains qui peuvent être tués dans un attentat, dans la base de Meilan ou de Ain Issa, par exemple. Et là, ça serait très très mauvais quelques mois avant le scrutin. Donc c'est pour ça aussi que Trump va retirer ses troupes, c'est parce qu'il tient à minimiser les risques. Et donc traditionnellement, les ennemis, les concurrents des États-Unis profitent de cette année d'élection pour pouvoir avancer leurs pions, que ce soit la Russie ou l'Iran. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice. Vraiment, c'est un exposé, je trouve absolument lumineux pour illustrer une question complexe, mais enfin, tu nous rends quand même très, très intelligent, et très intelligent dans la mesure où on a l'impression de comprendre un peu sur tes traces les différents enjeux, aussi bien larges et aussi dans leur échelle réduite, notamment grâce à cette cartographie que je trouve absolument remarquable et génial. Alors, je ne sais pas si c'est le Washington Institute qui permet de réaliser des cartographies aussi créatives. En tout cas, c'est vraiment une production tout à fait originale qui permet d'illustrer en effet d'une manière assez inhabituelle le point de vue des différentes puissances dans ce conflit syrien. Donc, je vais passer bien sûr la parole à la salle. Je voudrais juste vous dire en 2 mots les réflexions que tout cela m'inspire. Bon, on voit évidemment, entre autres choses, la Russie et ses autres acteurs aux prises avec des grands enjeux, mais aussi le retour de cette fameuse politique des minorités, de cette micro-politique tribale qu'on va jouer dans les territoires les plus reculés, ce qui fait que donc effectivement, la Pax Russica, une fois encore, va passer aussi également, enfin, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais également dans les relations entre la Russie et les minorités, les Alaouites, bien évidemment, puisque le clan des Assad sont originaires
du Jebel Alawit, mais aussi j'allais dire, cette fichue micro-diplomatie des Kurdes, puisqu'il n'y a pas un interlocuteur kurde, mais plusieurs interlocuteurs et même plusieurs segments de la société kurde en jeu. Et donc, effectivement, les choix kurdes qui finalement conduisent à l'évanouissement, on peut dire, du rêve de l'État kurde, qui semblait peut-être à portée de main il y a encore 2 ou 3 ans et qui semble de nouveau s'évanouir. D'ailleurs, on peut se demander ce qu'il adviendra dans un autre secteur du fameux KRG, c'est-à-dire du proto-État kurde en Irak cette fois-ci. Donc on aimerait évidemment, mais ça n'est pas tellement possible dans l'état actuel des choses, être un peu dans la tête des Russes, suivre mieux, mais moi je n'en ai évidemment pas les moyens, la trace des différents émissaires de Poutine, dont notamment ce mystérieux Alexandre Lavrentiev qu'on voit apparaître dans les différentes négociations que je n'arrive à tracer sur aucun site internet, en dehors du fait que c'est l'émissaire de Poutine actuellement pour le Moyen-Orient et qu'on voit apparaître dans différents terrains d'action auprès évidemment des Syriens, mais aussi en Israël, parce que récemment les Russes, Poutine bien sûr, et ce Lavrentiev et également le ministre des Affaires étrangères russe se sont rendus auprès de Netanyahou. Donc, bon, preuve que donc, effectivement, il y a une espèce de diplomatie multilatérale qui est menée. Et d'ailleurs, au point qu'on pourrait se demander aussi si la reconnaissance américaine de l'annexion du Golan n'est pas une espèce de tentative de réponse à cette politique russe auprès d'Israël. Bon, c'est l'une des questions qu'on peut poser, mais enfin, on peut en poser tellement que, bien entendu, c'est un petit peu... c'est évidemment une des questions marginales. Je voudrais juste ajouter encore deux autres points. Parmi les motivations de la politique russe, quelque chose qui n'est pas fréquemment souligné dans les médias, mais qu'il faut peut-être prendre en compte. Là, encore une fois, je n'ai pas les moyens de vérifier cette hypothèse, mais la question de la motivation interne est toujours importante pour les Russes. Et tu as mentionné, bien sûr, la nécessité de résoudre un tant soit peu la question du terrorisme et du djihadisme sur son propre territoire, et en particulier des restes de l'émirat du Caucase. Et donc, effectivement, y avait-il de la part de Poutine aussi parmi les motivations pour pénétrer pour intervenir dans le conflit syrien, la volonté d'exporter en quelque sorte les problèmes du djihadisme caucasien, ce qui aurait conduit, selon certains observateurs, à une sorte de tchétchénisation du conflit syrien, par exemple, qui est peut-être une réalité, ce qui a amené une tchétchénisation du conflit syrien, puisque en effet, parmi les rangs de l'État islamiste, il y avait des chefs tchétchènes, mais il y en avait aussi du côté russe. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une espèce d'exportation, volonté de délocaliser, d'utiliser, d'instrumentaliser et de délocaliser? Bon, voilà encore des questions qu'on pourrait poser. Enfin, de toute façon, on ne les résoudra pas toutes aujourd'hui. Je voudrais juste mentionner concernant le processus d'Astana, parce que du coup, j'ai regardé rapidement cela ce matin, que donc, sauf erreur de ma part, la dernière réunion des leaders du processus d'Astana, donc de Russie, Iran, Turquie, comme vous le savez, s'est tenue donc encore une fois à Sotchi en février dernier. Il y a peut-être eu d'autres initiatives depuis, et que donc les 3 grands volets qui ont été posés sur la table lors de cette rencontre de Sotchi, dans cette rencontre trilatérale, c'est effectivement rejoindre ce que tu as dit, c'est-à-dire la question d'Idlib, qui est absolument fondamentale pour les Turcs. Donc je mentionne ça sans développer. La question du retrait américain, dont nul ne sait apparemment de quelle manière, enfin selon quel calendrier et selon quel ordre ce retrait va s'effectuer, et notamment ce que cela suppose évidemment de l'avenir de la question kurde. Bon, tu l'as déjà pas mal mentionné. Et puis, un troisième volet dont il n'a pas été question ce matin, mais la question du comité constitutionnel pour la Syrie, puisqu'en effet, Pax Russica signifie quand même, un tant soit peu, la reconstitution d'un État syrien dans le futur. Fut-il un condominium syro-iranien? Il faudra bien... russo-iranien, excuse-moi.
Et donc, il faudra bien lui donner une forme territoriale. Alors là encore, nous n'avons que des points d'interrogation. Qu'est-ce que les Russes peuvent envisager? Je sais qu'à un moment donné, il avait été avancé. D'ailleurs, c'est intéressant, comme dans le cas ukrainien, un projet de fédéralisation, est-ce que c'est possible ou non? Et puis la forme également purement politique, constitutionnelle du nouvel État syrien. Alors je signale simplement que depuis janvier 2018, la Russie a mis en place le Congrès national syrien pour, enfin, c'est-à-dire ça rappelle évidemment des souvenirs aux historiens. Donc ça a été mis en place à Sotchi, dont évidemment le but essentiel est de former un comité constitutionnel, comité évidemment ad hoc, formé de 150 membres, 50 proposés par le régime syrien, 50 par l'opposition et 50 enfin par les Nations Unies. Bon, inutile de vous dire que pour l'instant, évidemment, ce comité constitutionnel n'a évidemment pas encore accouché d'un projet constitutionnel pour la Syrie. Je vous signale simplement où en sont les choses à l'heure actuelle. Voilà, donc je suppose qu'il y aura plein de questions. Je vais vous passer la parole. On dispose de l'auditorium encore pendant une demi-heure. Je vais tenter d'allumer le micro et vous passer la parole tout de suite. Il y a toujours le... Bon, alors je vois déjà... Donc déjà, la parole à Gérard Chaliand. Merci beaucoup. On entend là, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Bon, je partage votre point de vue d'une façon générale. Aucun problème, ça me paraît lucide, solide. En stratégie, la question qui se pose, c'est qui est vraiment intéressé à intervenir dans une situation? Indiscutablement, les Iraniens, les Russes, beaucoup plus que les Américains, beaucoup plus que les Européens. Nous, par exemple, Français, on a été dans cette affaire largués, pratiquement dès le début, et on a mal compris ce qui se passait. De toute façon, c'était marginal. Pour les Russes, il faut remettre le contexte. Tout ceci vient après la perte de l'Ukraine, très important. La perte de l'Ukraine, c'est plus de 40 millions de Slaves russophones qui sont perdus à jamais. Ils ne feront plus jamais partie de l'ère d'influence directe de la Russie. Entre-temps, Poutine, très habile tacticien, a réorganisé les forces armées. Pour lui, la Syrie, c'est le seul État arabe qui reste ami et qui est ami depuis longtemps, c'est-à-dire quelque chose à ne pas perdre. Et il a mis le paquet. Entre 15 et 16, il va retourner complètement la situation. À partir de là, les Kurdes, soit dit par parenthèse, se sont trompés d'alliés. Ils auraient dû mesurer que dans cette affaire, malgré ce qu'avait dit M. Tillerson, les 60 000 types qui devaient en principe les entraîner, ils ne les ont jamais eus, et que les Russes étaient infiniment plus sérieux. Le résultat, c'est qu'ils ont perdu Afrin dans un arrangement entre la Turquie et les Russes. Et Afrin s'est perdu pour toujours. Ça ne sera plus jamais kurde. En ce qui concerne le régime, il est largement conforté. Ils ont choisi le bon moment pour appuyer Bachar, au moment où il lui restait peu de biscuits. Et l'alliance entre les Russes et les Iraniens est infiniment plus importante à mes yeux que l'entente circonstancielle entre les Turcs et les Russes. Le vainqueur dans cette affaire, ça reste M. Bachar, indiscutablement. Celui qui a réglé le problème majeur, c'est les Russes. Le vainqueur l'année dernière, sur le plan régional, c'était l'Iran, avec la volte-face de M. Trump, c'est-à-dire qui a réellement porté l'effort sur l'embargo. Bon, la situation est très difficile
en Iran, mais le régime va quand même tenir. Dommage qu'il se soit échiné à être toujours idéologiquement aussi anti-israélien. Après tout, il leur suffisait d'avoir les sunnites déjà comme adversaires. Quand on n'est pas très fort, il ne faut pas multiplier le nombre d'ennemis. À mon sens, il n'y aura pas de guerre entre Israël et l'Iran. C'est très utile pour M. Netanyahou dans les embarras qui sont les siens et la nécessité de rester au pouvoir comme le mec providentiel, etc. etc. Mais il ne va pas risquer un conflit dont il n'est pas sûr de sortir indemne parce que finalement, les Iraniens ont vraiment des moyens militaires en matière de missiles capables de faire mal. Aujourd'hui, on ne se lance pas dans les guerres avec des gens qui sont capables de vous atteindre à des milliers de kilomètres. Enfin, on réfléchit à plusieurs fois. Et on le voit très bien entre les Pakistanais et les Indiens. Donc voilà la façon dont je vois aussi le problème. Maintenant, pour les Russes, le problème c'est peuvent-ils apporter une aide autre que politique pour améliorer la situation? Point d'interrogation. Personne ne va les aider. Il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls. Et combien de temps ce processus de remise en ordre va prendre? C'est très difficile de répondre. Je partage votre point de vue sur la politique de M. Trump. À mon sens, il va minimiser tout risque jusqu'aux élections de façon à être réélu et ses chances sont considérables. Merci bien. Bon, voilà encore des choses qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Je vous passe, je vous passe la parole rapidement. Hein. Si vous voulez vous présenter en 2 mots. Bonjour. Alors je suis une élève. Bonjour, je suis une élève de Madame Termination. Je me demandais, selon vous, comment est-ce que la Russie voyait et tolérait les frappes aériennes israéliennes sur le matériel qu'elle fournissait aux Syriens et à ses alliés? Je pense aux Pansir et aux S-120, S-200, si je ne me trompe pas, modernisés par la Russie. Et j'aimerais savoir si vous pourriez revenir justement en quelques mots sur les conflits d'intérêts d'Israël, Russie en Syrie et quelques mots sur la relation qu'entretiennent Poutine et Netanyahou. Voilà, merci. On va prendre 3 questions et puis... Je fais un tour comme ça. Tu veux répondre? Vas-y, non, prends 3 questions puis je répondrai à la suite. Je présente, je suis... Ah, pardon. Très proche du micro. Il marche. Ok. C'est bon. Je présente. Ok. Ok, c'est bon. Je suis araméen de Turquie et du côté des araméens de Syrie. Et je présente. Est-ce que les Russes du côté de Russie, qu'est-ce qu'ils pensent pour les araméens, pour les chrétiens de l'Orient? Merci beaucoup, c'est tout. Merci. Bon, je regroupe. Bon, finalement, tu notes toutes les questions. On en prend 3 autres et ensuite Fabrice répondra. Bonjour, je suis Michel Morzien, je suis le porte-parole du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Simplement sur deux faits. Quand vous parliez des rapports d'Erdogan avec Daesh, je dirais qu'il y a aussi eu des compromissions entre ce petit nasillon de Bachar avec Daesh. Hein, qui a combattu Daesh? Pas beaucoup, les forces de Bachar. Et puis on peut aussi se poser les questions de l'arrivée de Daesh à Palmyre qu'il a laissé prendre. Bon, ceci dit, on ne peut pas dissocier la situation par rapport aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité qui ont été commis par le régime et par Daesh. Cela étant, les preuves sont faites, il y a des commissions. Et aujourd'hui, l'avenir de la Syrie passe par au moins
je dirais, un gouvernement de Syrie qui soit fréquentable, si on veut que la Syrie se relève. Or, Bachar n'est pas fréquentable, n'est plus fréquentable avec les crimes qu'il a laissé faire. Aujourd'hui, il y a effectivement des choses qui se passent au niveau de la Cour pénale internationale, puisque sans le fait que la Syrie ne soit pas signataire du statut de Rome, il y a quand même actuellement des possibilités par le procureur que des choses soient faites. Et les actions sont actuellement en cours. Il y a des actions qui sont faites actuellement au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, par exemple par le groupe du MI3. Donc aujourd'hui, on peut penser que dans des mois et des années qui viennent, il y aura l'impossibilité pour des gens qui ont Bachar et de satellites autour de lui puissent naviguer dans le monde. Donc ça me paraît important. Voilà, je voulais le dire. La deuxième chose, attendez, on peut s'exprimer, excusez-moi quand même. Hein. La deuxième chose, je suis... c'est pas simple parce que la Ligue arabe qui vient de se réunir en Tunisie, le communiqué qui vient d'arriver est quand même très réservé par rapport à la reconstruction. Et on peut imaginer difficilement que ce soit un certain nombre de pays qui ont la possibilité, comme les nations européennes, de reconstruire la Syrie, de donner de l'argent, alors que c'est les Russes qui ont tout cassé. Moi, ça me semble assez étonnant. Dernière chose que je voulais noter, peut-être quand même quelque chose de positif. À l'issue de la conférence d'Istanbul en septembre, qui réunissait la Turquie, la Russie, la France, l'Allemagne, Poutine, lors de la conférence de presse, a fait quand même référence à la résolution 2254 en disant, voilà, on reste sur le processus de Genève, et la Ligue arabe l'a dit qu'elle restait effectivement, elle aussi, sur le processus de Genève. Donc là, il y a quand même des voies d'ouverture. Merci. Merci beaucoup. Je vais déjà répondre à ces trois questions. Oui, d'accord. Alors, bon... Excusez-moi, il y aura deux autres questions et ensuite on a le temps. La relation entre la Russie et Israël. Bon, dès qu'il y a eu l'intervention russe en Syrie, dans les 24 heures, Netanyahou est parti à Moscou en septembre 2015 pour mettre les choses au point avec Poutine. Et il y a eu la Russie n'est pas comme l'était l'Union soviétique, anti-israélienne, pro-palestinienne, etc. Hein, la relation est tout à fait différente. Et les Israéliens avaient mis des lignes rouges. Dès qu'il y a un obus qui arrive sur le Golan, dès qu'il y a des transferts d'armes pour le Hezbollah qui peuvent qui peuvent menacer Israël, on frappera. Donc ils ont mis en application cette politique. Pour la reprise du sud syrien, de la région de Daraa, par exemple, les Israéliens ont dit aux Russes, bon, si vous envoyez vos avions avec des pilotes russes, on n'y touche pas. Si c'est en revanche des pilotes syriens, là, on les descend. On ne veut pas que le Hezbollah ou les Iraniens soient dans les troupes qui vont reprendre le sud syrien. Des Russes, l'armée syrienne, oui, mais pas de présence du Hezbollah ou des pro-iraniens, des affiliés à l'Iran dans cette région. Et ils avaient demandé qu'ils soient éloignés de 60 km du Golan, etc. Puis finalement, les pro-iraniens sont revenus proches, etc. Donc la Russie n'a pas... La Russie soit n'a pas réussi à bloquer l'avance de l'Iran dans cette zone, soit la Russie fait payer à Israël l'avion russe qui a été descendu au large de l'Atakié lorsque les Israéliens étaient en train de bombarder les bases, enfin je ne sais plus, un dépôt, des transferts d'armes, etc. Donc c'est une relation. Il y a des lignes rouges entre les deux. Hein, l'objectif des Israéliens est de faire en sorte que les Russes empêchent les Iraniens de trop s'approcher, de menacer la sécurité d'Israël. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et Poutine est tout à fait d'accord, à condition que, parce que ça le renforce lui par rapport aux Iraniens. Hein. Donc ça permet à la Russie d'être, aujourd'hui,
tout le monde préfère que ce soit les Russes en Syrie plutôt que les Iraniens, que ce soit en Europe, en Israël ou à Washington. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir ni les Russes ni les Iraniens. Mais bon, on préfère quand même Poutine, qui n'est pas aussi anti-israélien. Voilà. Sur les chrétiens et la Russie, oui, les chrétiens orientaux et la Russie, effectivement, la Russie joue cette carte de la protection des chrétiens orthodoxes, même des chrétiens d'une manière générale. Je me souviens de tous les amis syriens, libanais, qui se sont sentis soulagés, ils se sont vraiment sentis soulagés de l'intervention russe qui a bloqué Daesh, qui a bloqué, comment dire, parce que pour eux c'était la fin de la présence chrétienne dans la région. Il faut savoir qu'en Syrie, il y avait 1 200 000 chrétiens avant la guerre. Aujourd'hui, il y en a 600 000, la moitié sont partis. La communauté arménienne d'Alep, même si on a inauguré de nouveau la cathédrale arménienne, il y a plus que 10 000 chrétiens à Alep peut-être, alors qu'ils étaient 100 000 avant la guerre. Donc, et puis ils sont en Arménie, ils sont au Canada, ils ne reviendront pas. Donc après, le problème, c'était les chrétiens libanais. Donc les gens ont vu en Poutine, beaucoup de chrétiens ont vu en Poutine le protecteur des chrétiens. Ils jouent aussi là-dessus, via l'Église orthodoxe, évidemment. Mais après, les chrétiens au Moyen-Orient n'ont plus le poids démographique qu'ils avaient dans le passé. Donc il ne va pas s'appuyer sur les communautés chrétiennes pour affermir sa politique. Bon, c'est une carte secondaire. Hein. Donc, comme toute carte secondaire, malheureusement, elle peut être abandonnée. Sur la dissociation, alors les crimes de guerre, etc. Oui, aux États-Unis, en Europe, on est extrêmement légaliste. Et lorsque vous avez des poursuites qui sont menées pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, vous avez une procédure qui se met en place et qui va bloquer effectivement l'aide par exemple de l'Union européenne à la Syrie et c'est ce qui se passe, parce que notamment la France avec Laurent Fabius a engagé pas mal de poursuites contre le régime syrien, et du coup aujourd'hui l'Union européenne doit en tenir compte. Donc effectivement, vous avez le jeu des sanctions, vous avez l'impossibilité officiellement pour l'action extérieure européenne de participer à non pas de l'humanitaire, mais du développement ou de la reconstruction en raison de ces crimes de guerre. Alors sur un régime infréquentable, oui, ça c'est sûr, je ne pense pas que Bachar el-Assad sera invité sur les Champs-Élysées d'ici peu, ça c'est clair. Après, si vous prenez l'exemple du Soudan, Omar el-Béchir, le génocide du Darfour, etc. Bon, Omar el-Béchir, condamné par la Cour internationale, etc. Aujourd'hui, on en est où? Il est toujours en vie, toujours au pouvoir. Et puis, il peut se promener en Arabie Saoudite. Il est même venu à Damas. Enfin, bon, venir à Damas. Mais en tout cas, il est revenu en odeur de sainteté auprès des Saoudiens, Omar el-Béchir. Et les États-Unis ont abandonné récemment des poursuites contre lui, et il revient en grâce. Donc ça a pris quoi, 10 ans, 15 ans, mais finalement, le monde a changé. On est revenu. Il faut bien se rendre compte que tout ce qui avait été mis en place sur la justice transitionnelle, les droits de l'homme, etc., tout ça, ça pouvait fonctionner lorsque l'Occident était hégémonique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, Assad, il se moque de ne plus être accueilli à Paris ou à Londres. Il ira à Moscou, il ira à Pékin, il ira à Delhi, il ira même à Dubaï, parce que le monde a basculé. On est revenu dans une situation d'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Et on peut très bien, on peut mieux aujourd'hui s'en sortir, même si on est condamné par la Cour internationale des droits de l'homme ou des choses comme ça. Sur la résolution, Istanbul, Poutine qui fait référence à la résolution 2254. Alors la résolution 2254,
Elle a été votée en décembre 2015 par tout le Conseil de sécurité de l'ONU, les 15 membres, y compris la Russie. Et alors, cette résolution, qu'est-ce qu'elle prévoyait? Elle prévoyait un processus politique de 6 mois qui mettrait au pouvoir une gouvernance crédible. Décembre 2015, un processus politique de 6 mois qui mettrait au pouvoir une gouvernance crédible. Bon, elle n'a pas du tout été appliquée. Les Russes se sont assis dessus. Et alors voilà, Poutine fait référence au processus de 2254, au processus de Genève. Oui, par politesse. Et puis à la limite, si un accord sur la Syrie peut être signé à Genève, une fois que tout aura été tout aura été préparé à Astana, Genève reste quand même un symbole utile, mais une gouvernance crédible, le comité constitutionnel, ça ne débouchera pas sur ce que vous espérez, malheureusement. Le pouvoir syrien, qu'est-ce qu'il va faire les 5 ans à venir? Répression tout azimut. Voilà. Comme Hafez el-Assad a fait après la révolte des frères musulmans entre 1979 et 1982. On va revenir dans des années de plomb de ce type-là, et puis ensuite, petit à petit, il desserrera la vis. Ce qu'il va faire, par contre, c'est un peu comme avait fait son père déjà en 83, c'est promulguer, par exemple, la loi sur les administrations locales qui permettait de créer des municipalités élues, qui vous permettait de créer une nouvelle base sociale de notables intermédiaires, qui évite de faire remonter le mécontentement au sommet de l'État et qui reste bloqué au niveau des municipalités. Et notamment, ce qui est dans les cartons en ce moment, c'est la loi sur la décentralisation au niveau des municipalités. D'une part, parce que l'État central ne peut pas reconstruire depuis le centre, donc il va laisser cette responsabilité aux municipalités. Donc si les municipalités n'y parviennent pas, c'est vers elles que remontera le mécontentement. Et en plus, comme ça lui permettra d'intégrer au niveau local des activistes qui se sont engagés auprès du Croissant Rouge, voire même dans des mouvements d'opposition, de les intégrer, de les recycler dans le pouvoir municipal, puisqu'il est prévu la généralisation des élections des municipalités élues à l'ensemble du pays avec davantage de moyens. Et puis ça permettra vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la communauté internationale, de dire, vous voyez, on démocratise puisqu'on fait de la gouvernance locale. Et c'est à mon avis sur ça que va déboucher en partie le comité constitutionnel. Oui. Oui. Bonjour Monsieur Balanche. Je voulais juste vous dire, on doit se présenter ça. Alors, je suis syrienne, je suis née à Dera. Et j'étais une ancienne élève de cette université en japonais il y a de longues années. Donc quand j'ai vu cette conférence, je suis venue voir. Je voulais juste vous demander, est-ce que, évidemment, les Russes et le régime syrien ont gagné cette guerre, en tout cas militairement. Mais est-ce que c'est garant d'une stabilité politique s'il n'y a pas de justice ? S'il n'y a pas un processus transitionnel, comme vous dites que les institutions, ça ne peut marcher que sous certaines conditions au niveau international. Et est-ce qu'on peut se dire que sans cette stabilité, sans qu'il y ait une vraie sécurité, pour les personnes, on peut parler de paix? Parce que là, on ne peut pas parler de paix dans l'état actuel. En fait, je voulais aussi revenir sur le fait que on ne peut pas, moi en tout cas syrienne, on peut regarder les choses de façon géopolitique comme ça, mais de voir tous les vétos russes qui ont bloqué des résolutions internationales, de voir que cette implication russe a aussi changé la donne dans le pays. On a vu que par exemple, les bombardements qui n'ont pas visé les zones où il y avait Daesh, mais les zones des villes extrêmement... Elle a changé complètement la répartition de la population. Oui, la répartition de la population. Et là, on s'apprête à une... on va dire, homogénéisation de la société syrienne, c'est-à-dire que toutes les personnes, on repeuple les zones qui ont été complètement bombardées. Je parle de Homs, je parle de toutes les zones qui ont été à plus de 80% détruites.
à part des populations nouvelles qui ne sont pas celles d'origine, où il y a le tissu social qui est complètement rompu, il y a plus de liens communautaires, ce sont de populations nouvelles voilà, on va vers une société complètement qui va être sous une dictature qu'on a rétablie, qu'on est en train de légitimiser et d'accepter une nouvelle donne. Donc c'est pas, à mon avis, c'est comme le gouvernement de Sisi qu'on accepte aujourd'hui et qui perpètre à nouveau des... Alors est-ce qu'on peut accepter tout cela en disant oui, c'est le jeu stratégique, c'est la géopolitique qui veut ça, et d'accepter que la situation, qu'on retourne à des années de dictature avec 200 000 prisonniers politiques aujourd'hui en Syrie, tout le monde le sait, et ce pouvoir qui a vraiment été largement dénoncé par les Syriens eux-mêmes. Quand vous dites 200 à 300 000 opposants, moi je peux dire, mais je viens de cette... Non, je parlais des combattants. Ah oui, alors des combattants rebelles. Même les gens qui vivent sous les zones du régime ne sont pas tous pro-régime, hein, de loin de là. Je crois qu'on a compris ce que vous dites. Vas-y, réponds pendant que je... Bon, vous avez fait un constat qui est vrai, mais comment dire, est-ce qu'on va accepter tout ça? Je dirais malheureusement oui. Malheureusement oui. Le régime a gagné, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a une stabilité politique? Hafez el-Assad, quand il a réprimé les frères musulmans dans les années 80, qu'il a imposé les années de plomb, etc., il a eu 30 ans de stabilité. D'ailleurs, c'est une des phrases qu'on a prêtées à Bachar el-Assad en janvier 2011, qui aurait dit « Mon père a fait 30 000 morts à Hama, il a eu 30 ans de tranquillité ». Donc, comment ? La mer, ça c'est le moment, c'est d'accord. Bon, voilà un petit peu l'état d'esprit. Donc une stabilité, si vous voulez, à long terme, ad vitam aeternam, non, mais le régime il est en mode survie. Donc voilà, on va voir pendant les 5 ans à venir, et puis après on s'adaptera. Comment dire, alors, il faut vraiment être malheureusement très, très réaliste, hein. Il faut mettre l'émotion de côté, c'est ce que j'ai dit au début, si on veut comprendre ce qui se passe et où ça va. En 2012-2013, je disais, il faut faire très très attention, ce régime, il n'est pas prêt à la négociation, il n'est pas prêt à lâcher du lest, il va se braquer, et ça va être terrible. Il est capable de jeter dehors 3-4 millions de personnes. On me disait, non, t'es fou, on n'est plus au Moyen-Âge. Je dis, oui, enfin, on est au Moyen-Orient. Donc, attention, là, on est à 7 millions. Demain, on peut être à 10 millions. Assad, il se moque complètement si la Syrie est peuplée de 15 millions ou de 25 millions d'habitants. J'avais fait un papier là-dessus pour expliquer que, pour lui, virer 10 millions de personnes, ce n'est pas un problème. Bien au contraire. Ainsi, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui ou qui sont capables de se lancer dans l'opposition, ils seront dehors. Et ces gens-là, une fois qu'ils sont dehors, il est tranquille. Ils ne viendront pas contester son pouvoir. Donc, on récupère les biens de ceux qui sont partis, qu'on va redistribuer à ceux qui sont restés et qui seront d'autant plus loyaux que ceux qui sont restés ne voudront pas que les réfugiés reviennent pour récupérer leurs biens. Ça, on l'a vu dans d'autres contextes, hein, les juifs rescapés des camps de la mort qui se faisaient étrangler par le concierge polonais en rentrant chez eux, qui occupaient leur logement. Voilà. On est dans ce genre de rapport de violence. C'est quelque chose que j'ai compris en travaillant sur le conflit syrien très tôt, c'est qu'on ne peut pas raisonner avec nos outils de sciences humaines et sociales dans un conflit comme on raisonne en temps de paix. Les comportements des gens sont différents, le comportement de l'État, des acteurs, c'est complètement différent, et il faut chercher d'autres outils si on veut comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai beaucoup lu les ouvrages de M. Chalian sur l'insurrection, la contre-insurrection, etc., pour comprendre ce qui se passait. Pourquoi Assad s'amuse à balancer des barils de dynamite sur la tête des gens à Alep? Pour séparer les civils des rebelles. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait ces civils qui, s'ils pouvaient, allaient se réfugier dans la zone gouvernementale, parce qu'au moins ils savaient que là, ils ne se prendraient pas des barils de dynamite sur la tête. Donc, dans une guerre civile, on suit aussi celui qui fait le plus peur.
Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait qu'Assad fasse plus peur que les rebelles, s'ils voulaient gagner. C'est terrible ce que je vous dis là, mais c'est la réalité, malheureusement. Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, parce qu'on n'a pas voulu le comprendre, voilà où on en est aujourd'hui. Et cette guerre a fait exploser tout un tas de codes de, entre guillemets, bonne conduite qu'on pouvait avoir avant. Aujourd'hui, avec des pays comme la Chine, comme la Russie, qui remontent dans le monde, enfin, qui deviennent des puissances véritables, c'est pas la promotion des droits de l'homme qui va être en tête. C'est au contraire la promotion de l'autoritarisme. Vous avez tout un tas de pays dans le monde dirigés par des dirigeants autoritaires qui sont en train de se rapprocher de la Russie, de se rapprocher de la Chine, parce que quand ils ont besoin d'un prêt, quand ils ont besoin de soutien, on ne leur fait pas signer une charte de bonne conduite sur les droits de l'homme. Et du côté occidental, si on ne veut pas perdre nos alliés, on ferme les yeux, comme à l'époque de la guerre froide, où les États-Unis soutenaient Pinochet, les généraux argentins, etc. Malheureusement, voilà où le monde se dirige aujourd'hui, et cette guerre en Syrie l'a bien montré. Est-ce qu'aujourd'hui on fait les gros yeux aux Saoudiens parce qu'ils rasent le Yémen avec des armes occidentales? Non. Et en termes de catastrophe humanitaire, le Yémen est devenu aujourd'hui supérieur à la crise syrienne. Bon. Mais si on ne veut pas se mettre à dos les Saoudiens et perdre des marchés, on laisse faire. Une toute dernière question, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur François de Grailly. Je suis ancien élève de l'INALCO. D'abord, merci. Ensuite, j'aurais une question, ou plutôt une double question. Si vous pouvez expliciter ce que vous avez évoqué, qui est le rôle de la France dans ce conflit. En particulier, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur 2 points, s'il vous plaît? Le premier serait sur notre rôle au sein des instances européennes. Vous avez dit, mais dans une phrase un petit peu générale, que nous nous opposions à des distributions d'aide humanitaire en zone gouvernementale, si vous me permettez le terme. Et d'autre part, est-ce que vous pouvez expliciter à la fois le processus par lequel nous avons rompu nos relations diplomatiques, et si vous pouvez nous dire s'il y a des possibilités, ou en tous les cas des approches pour un retour d'une reprise de dialogue. Merci. Voilà une question à laquelle le sénateur Vial aurait probablement répondu s'il avait pu répondre à notre invitation. J'en ai pas mal discuté avec lui, donc je peux répondre à sa place. Donc en 2 minutes et après on rendra la salle. La rupture des relations diplomatiques, ça s'est produit, c'était fin 2011. Ça s'est fait de concert avec les autres pays européens. Toutes les ambassades ont quasiment fermé à Damas. Seuls sont restés les Roumains et les Tchèques au niveau européen qui sont toujours là. La France pensait que le régime allait tomber très rapidement comme celui de Ben Ali et de Moubarak. Voilà. Donc il fallait rompre. Et puis ça s'est pas passé. Le problème de la France, je pourrais en parler pendant des heures, c'était erreur d'analyse sur erreur d'analyse. Par manque de terrain, par aveuglement idéologique, comment dire, et le souci, c'est que la politique sur la Syrie aujourd'hui est toujours biaisée par la permanence au sein de la section l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et au CAPS par des néoconservateurs à la française. Qui ont été tellement engagés contre Assad, qui aujourd'hui ne veulent pas se dédire. Et donc on continue dans ce déni. Oui, ok, Assad a gagné la guerre, mais il ne gagnera pas la paix. Oui, mais entre la Russie et l'Iran, ça va finir par éclater, etc. Enfin voilà, on poursuit toujours dans cette politique. Ce n'est pas le cas au ministère de la Défense ou dans d'autres organismes, là où on est beaucoup plus réaliste, heureusement, mais malheureusement aux affaires étrangères, on a du mal à adapter son logiciel, j'ai l'impression, à la nouvelle réalité du retour de la guerre froide. Le 2017, Madame Mogherini, la commissaire européenne, avait un plan d'aide à la Syrie, etc. Ça a quand même été largement torpillé à l'époque par Jean-Marc Ayrault sur les conseils du CAPS.
Il y avait une note à ce sujet dont le Figaro s'est fait l'écho, montrer comment le Cap se préconisait d'aider uniquement la province d'Idlib, oubliant qu'elle était tenue déjà à l'époque par les djihadistes d'Hayat Tahrir al-Sham. Plus récemment, M. Aurélien Le Chevalier a bloqué l'aide humanitaire destinée à plusieurs ONG françaises qui travaillent dans la région de Damas, ancien ambassadeur de France en Syrie, ensuite au Qatar, et maintenant en charge de l'action humanitaire, l'action d'urgence, etc. Donc il y a quand même des soucis. La France bloque au niveau européen et au niveau de la propre distribution de son aide humanitaire sur beaucoup de projets dans la zone gouvernementale. Ça c'est quand même une réalité. Monsieur Vial aurait pu en parler puisqu'il suit beaucoup mieux les affaires que moi. Je vois mal la France revenir en Syrie, rouvrir l'ambassade. On était tellement loin dans la dénonciation du régime d'Assad qu'aujourd'hui, aller à Canossa comme ça, non. Et puis, est-ce que Assad a envie que la France rouvre son ambassade ? Il nous a renvoyé dans la figure la Légion d'honneur parce qu'on menaçait de lui retirer. Assad veut faire payer la France. Certes, la France a joué un rôle secondaire par rapport à l'action des États-Unis, mais on ne peut pas se fâcher avec les États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, la France n'est plus la grande puissance qu'elle était et elle est marginalisée sur le conflit au niveau syrien. Et en termes de politique intérieure, je pense qu'une partie de l'opinion publique, en tout cas les gens qui soutiennent le gouvernement actuel, centre-droit, centre-gauche, enfin, c'est pas bien qu'est-ce qu'il y a dans cette coalition autour de Macron, mais la température, c'est plutôt que Assad est un boucher, on doit faire la promotion des droits de l'homme, etc. Donc je pense que ça serait mal compris d'un point de vue intérieur, la reconnaissance, renouer avec le régime syrien ou faire des ouvertures vis-à-vis du régime syrien par en tout cas une partie de l'électorat macronien, en tout cas. Au Front National, ça serait sans doute différent, évidemment. Et ça fait penser une question sur le Golan. À mon avis, vous savez, la reconnaissance de Donald Trump par rapport au Golan, c'est moins au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Il a fait cette déclaration juste au moment de la conférence de l'AIPAC, le principal lobby pro-israélien américain. Et il compte évidemment pour sa campagne sur le soutien de l'AIPAC. Il a donné un coup de main à Netanyahou, mais il attend aussi un retour d'ascenseur pour sa propre campagne. Bon, on va terminer. Non, juste, je voulais rappeler à propos de la France, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas rappelé quand même le souvenir pas très bon qu'a laissé la France en tant que puissance mandataire coloniale à l'égard du nationalisme syrien. Bon, ça, ce sont des vieilles histoires de l'entre-deux-guerres, mais après tout, effectivement, ça pourrait rentrer dans ces fameux facteurs qui font que la France n'est pas forcément bienvenue. Et la deuxième chose qui aurait été, alors pour le coup, passionnante comme question à poser à monsieur le sénateur Vial, c'est effectivement le rôle que joue la Commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense actuellement, en l'absence de toute relation diplomatique officielle. Donc c'est intéressant parce que dans le champ politique intérieur, on voit le Sénat jouer un rôle, et j'aurais été très intéressée de savoir quel rôle il jouait éventuellement dans des terrains d'action extérieure, fussent-ils humanitaires. Je crois qu'il est engagé dans ce domaine, m'avais-tu dit, mais enfin, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Bien entendu, nous n'avons pas répondu à toutes les questions et on ne saura toujours pas si Pax Russica il y a ou pas, en tout cas pas de manière définitive à la sortie de ce petit déjeuner. J'espère que vous reviendrez à un petit déjeuner de l'Observatoire des États post-soviétiques. Moi et mes collègues, nous en organisons en ordre dispersé assez fréquemment. Et donc, je vous serai reconnaissante d'en faire également état à vos connaissances, à vos réseaux, à vos amis, parce que voilà, on y examine quand même des questions d'actualité qui me semblent très importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre présence.